Et comment ça se passe pour vous le confinement? Vous faites quoi de vos journées? Bah, moi je bosse, donc je bosse de 9 à 19, voire 20 parfois et tout va bien. C'est bien? Voilà, Du c'est coup, bien. tu bosses plus en fait, c'est ça? En étant en confinement? Ouais, je bosse un peu plus finalement, mais en fait, je rogne sur les trajets, je pense, pour, bosser. En fait, je compte tout le temps de trajet comme en termes d'horaire, de travail, donc je continue à bosser pendant mes temps de trajet et je rentre chez moi C'est ça, après. hein, même pour aller chercher un café, c'est beaucoup plus rapide, en théorie. Oui, mais du coup, je bois moins de café. J'en fais beaucoup moins parce qu'on a pas j'ai pas de cafetière, automatique chez moi, j'ai qu'une cafetière italienne. Donc ça prend trop de temps pour faire un café, donc je bois pas de café. Je bois moins de café. Est-ce que ça va démocratiser le télétravail, hein, tout ça? J'espère, parce que c'est quand même bien J'espère. de temps en temps. Et l'école à la maison aussi. Ouais. Ça, j'espère un peu moins, mais Tu serais ravi, hein, oh là là, laisse tomber. de recevoir 50 mails des profs des enfants tous les jours. N'empêche, ça se trouve, tu vois, les gamins, ils vont être hyper contents de retourner à l'école. J'espère. Ça, je pense que oui. Ils ont kiffé, quoi. Tu Ça vois. sera bien la première Je fois. m'étonne. Bon, on n'est pas là pour parler d'école ou de télétravail, hein, parce que là, c'est le Contrecast, épisode 17, et c'est parti! Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Cette fois-ci, ils ne sont pas vraiment autour de moi, car en cette époque d'avril 2020, nous sommes en plein confinement et nous enregistrons chacun chez soi. Donc en avance, désolé pour la qualité des micros qui peut varier d'une personne à une autre. On commence tout de même par un traditionnel tour de table virtuel avec celle qui est passionnée par les jeux indés aux histoires toutes plus étranges mais passionnantes les unes que les autres. Bonjour Anya. J'ai l'impression de refaire une présentation alors qu'on m'a déjà entendu dans les autres podcasts. Bah ouais, mais tout le monde ne commence pas forcément par le numéro 1, donc c'est important de resituer un peu parfois. Bah écoute, ça va, très contente de ce confinement, très contente d'aller faire les courses avec un masque, Ah, c'est chouette. ça c'est super chouette. Ouais. Très contente d'avoir une distance minimum avec les autres, donc c'est chouette. Donc en fait, t'es contente de pas nous voir, c'est ça physiquement, c'est ce que tu dis. Je suis très ravie de pas avoir l'équipe du Contrecast ce soir. Ok, on commence par la bonne ambiance donc. Bonne ambiance. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Anya? Je vais vous parler d'un jeu de plateau. En fait, j'aime pas dire ça parce que c'est plutôt un jeu de cartes, mais c'est un jeu de plateau quand même. Ok, parfait. On continue le tour du coup avec celui qui deviendra peut-être une légende à Hearthstone un jour, même s'il fait déjà partie de mes mentors sur le mode arène. Bonjour Cotrus. Bonjour, je ne comprends absolument rien au nouveau classement. Hearthstone. Oh, c'est hyper simple et hyper cool, je te l'expliquerai en privé si tu veux. Et donc quoi tu nous parles aujourd'hui et comment ça va? On répond aux questions dans l'ordre que tu veux. Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Le confinement a du bon, du moins bon, mais franchement, ça va. Et, on n'a pas trop à se plaindre. Et je vais, vous parler d'un jeu de plateau en ligne qui s'appelle Lords of Waterdeep. Super. On continue donc avec celle qui a tellement pris son défi de l'an dernier à cœur que seul le confinement peut l'empêcher de courir malheureusement en ce moment. Bonjour Pitchy. Salut. C'est horrible parce que tu dis ça, mais maintenant ça me rappelle le moment où j'allais courir le soir. Bah ouais, mais bon, malheureusement, en ce moment, c'est compliqué. On peut techniquement encore sortir courir, mais bon, Ouais, il faut mais éviter au maximum. on le fait pas. On reste au maximum chez soi. C'est bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Whiskey and New York, que j'ai lu il y a très longtemps. Et en fait, je suis retombée sur le bouquin pendant la période de confinement et je me suis remis un peu dedans. Et voilà, du coup, j'avais envie de vous en parler. Super. Et on termine avec celui avec lequel je suis parti une semaine au ski, hein, c'est pour parler de vie perso, et qui m'a encore fait découvrir plein de nouveaux jeux de plateau très cool. Bonjour Zéphiriel. Hey, salut! Comment tu vas? Bah, en confinement comme tout le monde, je suis, pas content de sortir faire mes courses et de passer 2 heures à le faire et donc je le fais pas ou très peu. Mais Manger ça un va. peu. Bah, je prends juste de quoi manger, quoi. Mais du coup, je fais livrer, c'est mieux. Ouais. Je blaguais, Ça dépend. c'est une blague. Ok. Ok. Je déconne, bien sûr. Et toi, c'est quoi ta chronique du jour? Moi, je vais parler de vacances au soleil sur une île déserte. Oh, trop bien. Oh, trop cool. Ça va nous faire du bien. Voilà. Bah super. On va enchaîner tout de suite avec le premier sujet alors. C'est parti.
Certains ont pour objectif dans la vie de travailler pour rembourser leur prêt immobilier. Ce n'est pas forcément quelque chose de fun en soi, et pourtant, certains s'amusent à réitérer l'opération dans un monde virtuel jusqu'à y passer plusieurs longues heures par jour. Oui, c'est bien du dernier Animal Crossing que Zephyriel veut parler aujourd'hui. On t'écoute. T'as cette petite moquerie en plein milieu, c'était pas très sympa. Ah, c'est un peu vrai. Bah oui, Animal Crossing, New Horizons, qui pouvait pas mieux sortir que maintenant, pendant notre période de confinement international, mondial du monde. Que dire, est-ce qu'il y a encore le temps de présenter le jeu? C'est édité par Nintendo, développé par Nintendo, distribué par Nintendo. C'est du Nintendo dans toute sa splendeur, du début à la fin, dans les couleurs, dans les musiques, dans les dialogues, dans tout. Donc là, il faut pas être surpris. Je vois des gens qui se moquent des petits jeux de mots qu'il peut y avoir, mais je peux pas comprendre qu'on puisse se moquer de ça quand on sait qu'on joue à un jeu Nintendo. Bref. Mon rapport à Animal Crossing, je vais commencer par ça. Mon rapport à Animal Crossing, il est très bizarre. Parce que je crois que c'est la 3e ou 4e itération du jeu. Il était sur 3DS, je crois qu'avant il était sorti sur Nintendo 64 ou un truc comme ça. Et en fait, à l'époque de la DS in Paris, donc ça remonte à 10-12 ans maintenant, plus que ça même, des gens jouaient déjà à Animal Crossing sur 3DS, et moi à l'époque, comme un bon gamer complètement bienveillant et classique, je me moquais bien de leur gueule, parce que je trouvais ça vraiment nul en vrai. En fait, ils m'expliquaient le principe et je disais mais c'est nul, genre c'est pas un jeu, enfin il y a rien à faire en fait dans ton truc, c'est nul. Et voilà, donc les années ont passé, les temps ont changé. Et du coup, le nouveau Animal Crossing arrive et je connais des gens sur un Slack en particulier qui sont très hypés par le jeu depuis 3 mois, 4 mois, depuis l'annonce même, et qui m'en parlent tous les jours, et je vois leur motivation à jouer à ça, et je me dis mais pourquoi? Enfin, ça reste Animal Crossing, faut pas déconner quoi. Et arrive le moment où quelqu'un me dit oui mais regarde, on a fait un Google Sheet avec toutes les stats possibles sur la vente de navets. Alors je vais y venir, vous inquiétez pas. Et en fait j'ai vu le truc et je me suis dit ça a l'air pas mal en fait ce jeu. Et du coup je me suis dit je vais me laisser tenter. Et bon voilà, le jeu est sorti il y a 1 semaine et 2-3 jours quand j'enregistre. Je ne suis que à 80 heures de jeu. C'est pas énorme. Certains sont déjà à 175. Voilà. Animal Crossing, c'est quoi? C'est un jeu où vous allez incarner un petit personnage que vous allez forcément pouvoir changer au gré du jeu physiquement, la couleur de cheveux, tout ce qu'on veut, c'est assez classique. Et qui va aller s'installer sur une île déserte, loin de tout. Il n'y a que son île à lui. Et en fait, il va choisir son île dès le début. Va venir avec lui 2 autres personnages. Lui, il est un humanoïde. Hein. C'est un enfant qui est humain. Enfin, je dis ça parce que les autres sont des animaux anthropomorphes. Et du coup, voilà, en fait, on va s'installer, on va nommer son île, on va tout faire dans ce sens-là, et puis on va commencer à arriver sur son île avec sa tante, la tante des gens qui sont avec nous, et puis on va avoir l'agence de voyage qui s'appelle Nook, qui va commencer à nous expliquer ce qu'on doit faire en fait sur place. Alors, dans un premier temps, on doit choisir où mettre sa tente, puis ensuite on va commencer à récolter un peu d'herbe et de bois et de pierres et de trucs pour commencer à crafter des trucs. Et puis tiens, il faut construire un magasin, donc en fait il faudrait récolter ça, donc on va récolter ça. Et en fait le jeu est extrêmement addictif comme ça en fait. Le jeu fonctionne aussi avec la date du jour, donc ça change. Ça paraît con comme ça, mais c'est ultra important parce que du coup, les journées se terminent à 5h du matin. Donc le matin, quand on se lève, on a la nouvelle journée avec les annonces du jour et les nouveautés qui vont arriver dans le jeu. Là, apparemment, j'enregistre, on est le 1er avril. Donc du coup, il y a tout un schéma autour des œufs de Pâques et le reste. Et en fait, le jeu te nique la gueule comme ça, en fait. Il te nique dans le jeu comme ça, en fait. Il te prend, il te broie, il te dit reste avec moi, et tu as envie de rester avec lui tout le temps. Et juste en allant crafter. Et du coup, c'est comme, je vais pas le comparer à Minecraft, mais c'est un peu du Don't Starve, mais pour Nintendo, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller juste faire ça, en fait. On va crafter des choses pour améliorer sa vie de tous les jours. On va effectivement prendre un prêt pour transformer sa tente en maison. D'abord, c'est une maison 1 pièce, puis après, quand on a fini de rembourser le prêt, qui est pas très cher, il a 128 000 clochettes. Bon, vous avez aucune idée de ce que ça veut dire comme ça, mais c'est normal. Ce qui est très peu. Puis en fait, on va agrandir après la maison, puis on va rajouter une pièce, une 2e pièce, une 3e pièce, on fait un étage, et ainsi de suite. Et les prêts sont de plus en plus gros, on les rembourse de plus en plus lentement, et ainsi de suite. Ça, en fait, ça a tous les poncifs de, vous savez, ces petits jeux mobiles de merde là. Vous commencez, vous gagnez plein de trucs au début. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, je vois. Et c'est exactement pareil. Tout à fait. C'est
C'est qu'au début, tu as ça. Au début, on te récompense plein de fois facilement en disant oh regarde, t'as pêché un poisson, ouais, c'est génial, boum, regarde, tu gagnes des points ici, ah tu continues, hop. Avec ces points, tu peux acheter d'autres trucs, ah c'est cool, c'est un autre système monétaire, ah ok, d'accord, je peux acheter d'autres trucs avec ça, bam, tu fais ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu te fais avoir quoi. Et du coup, le matin, tu te lèves, il est 8h du mat, t'as ta petite routine, t'allumes ta console, tu vas arroser tes fleurs, tu vas aller chercher, secouer tes arbres pour aller récupérer tes fruits, et tu vas aller vendre tes fruits, et ainsi de suite. Et ça, c'est classique. Mais je vous ai parlé de navets juste avant, et ça, c'est classe. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, on a plusieurs choses. Déjà, on a notre île, mais bien sûr, c'est un jeu multijoueur. C'est-à-dire qu'avec le code Ami Switch, voilà, on a plein de potes qui jouent à ça. Genre, aujourd'hui, tous vos potes jouent à ça, d'ailleurs, c'est obligatoire. Et du coup, vous pouvez aller visiter leur île. Donc, il y a un système de connexion, évidemment, ouais, qui est un peu relou, mais bon, on y passera. On va visiter leur île, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, quand je suis arrivé sur mon île, j'avais une fleur de base, un type de fleur de base qui était la pensée et les oranges, c'est mon fruit de base sur l'île. Et en fait, les oranges, chez moi, je les vends 40 clochettes pièces à mon revendeur chez moi, d'accord? Et du coup, quand je vais sur une autre île, si l'île de base n'a pas ces oranges, j'exporte un produit qu'ils n'ont pas. Donc si je l'exporte, je le vends plus cher. Et en fait, je le vends 50 clochettes. Donc du coup, t'as un marché qui commence à s'ouvrir. Tu vois, tu dis ah, attends, il y a un truc à faire là. Je passe sur les insectes, sur les poissons que tu pêches qui sont plus ou moins rares. Ça, c'est encore un aspect du jeu qui est monstrueux. Mais voilà. Donc déjà, on a cet aspect de marché. Tu dis ah ok, donc il y a un truc à faire pour faire plus de thunes. Tu vois. Genre déjà tu t'arranges avec tes potes en disant bon toi t'as quoi, t'as des cerises chez toi, ok, je vais vendre tes oranges, je vais acheter tes cerises, je vais revendre mes cerises chez moi parce que du coup j'importe des produits étrangers chez moi, tu vois, donc je les vends plus cher aussi, c'est normal. Et tu continues comme ça et donc arrive ce petit aspect monétaire, market boursier du navet. Tous les dimanches matins, il y a un petit personnage qui vient dans toutes les îles, c'est le même personnage partout, qui vend des navets. Et les navets, c'est un produit apparemment super rare, super tout ce qu'on veut, je sais pas, qui est super intéressant et qui se revend à un certain prix. Déjà, on l'achète, ce navet. On l'achète à un prix, on l'achète qui est pas défini à l'avance. C'est un prix qui va varier tous les dimanches. Et ce prix va varier pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce dimanche, mon prix de navet il était à 96 clochettes, les 10 navets. Du coup, quand enfin mes collègues, mes potes, ils vont l'avoir à 100 pièces, ils vont l'avoir à 80, ils vont l'avoir à 60, enfin à différents prix. Donc déjà, là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais c'est normal. Ensuite, à partir du lundi jusqu'au samedi, matin et après-midi, le taux du navet va changer. C'est-à-dire que le lundi matin, tu regardes, tu vas à ta petite épicerie du coin, tu dis voilà, j'ai des navets à vendre. Mec, comment ça se va? Et là, t'as Millie Mello, ces deux petits personnages qui sont là, ils sont super sympas. Ils disent oh oui, moi j'achète tes navets. Et tu leur dis ok, c'est quoi le taux du navet chez vous? Comment vous l'achetez? Et là, il dit ah bah je l'achète 60 pièces. Je dis, mais ouais, the fuck? Je l'ai acheté 95, c'était ouf ou quoi? Je vais pas te le vendre 60. Donc tu reviens de l'après-midi, ah bah je l'achète 65. Tu me mais non, j'ai pas envie. Et du coup, tu regardes chez les îles, ailleurs, partout, tout le temps. Et là, tu regardes le taux des autres et tu te dis, moi, je l'ai acheté 95 là. Lui, il me le rachète 98. Donc, je fais une marge de 3. Ce serait intéressant. Mais en fait, t'as des marges de ouf. Tu peux monter super haut. Bref, je rentre pas dans les détails. Le fait est qu'à un moment, tu ouvres un Google Sheet parce que tu te dis, OK, autant rassembler ces infos partout. Tu vois, tu commences à rentrer les taux des gens et tu commences à faire des prédictions en disant, OK, là, on est à la première montée du navet chez l'île de mon pote. Donc, il y a forcément une deuxième montée du tarif dans la semaine. Donc, je vais attendre. Je vais pas spéculer un peu là, par exemple aujourd'hui, dimanche dernier, j'ai acheté pour 5000 navets, ça m'a fait 500 000 clochettes environ. Bah là en fait sur les 5000, j'en ai revendu 2300 pour me faire 600 000 clochettes, donc j'ai déjà remboursé mon investissement de base. Donc du coup maintenant sur les navets qui me restent, je vais attendre de spéculer en disant ok, est-ce que je vais avoir un tarif mieux que 200 et quelques pour pouvoir vendre encore plus et me faire plus de thunes. Et voilà. Et selon Reddit, qui a un thread qui n'en finit jamais, voilà, le prix du navet, il y a des courbes spécifiques qui disent que le navet doit monter 2 fois dans la semaine à certains moments, et donc il faut attendre la montée du navet pour pouvoir vendre ça. Tout ça pour finir. Et en disant que Animal Crossing, c'est un très bon jeu, mais faites attention. Parce que honnêtement, c'est vraiment dur. Parce que si je rajoute à ça la collectionnite des insectes et des poissons, là, vous êtes mort parce que, comme je l'ai dit, le jeu fonctionne en temps réel. C'est-à-dire que là, on était en saison d'automne, on vient de passer en saison de printemps. C'est-à-dire que tous les insectes du printemps sont sortis et ceux qui étaient dans la saison d'automne sont sortis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même un cycle là-dedans. Et ça, c'est dur à suivre. Et je vous parle pas des fossiles qu'il faut aller déterrer et vous donner à son musée. Et le reste, c'est vraiment fou. Ce jeu
est vraiment dingue. Ne vous jetez pas dedans. Voilà. Moi, j'ai une question justement. Est-ce que justement, enfin, c'est pas un jeu répétitif. C'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, tu as ta routine. Est-ce que c'est pas tout le temps les mêmes choses à un moment, tu dois te lasser quand même. Non, c'est vrai, mais Pitch, est-ce que la vie n'est pas répétitive? Genre, tu te lèves tous les matins, tu prends ta douche, tu vas travailler, genre, c'est pareil, tu vois. Non, si, c'est un poil répétitif. En fait, c'est le type de jeu où tu as besoin d'imagination. En fait. Tu as besoin de te dire... Mais après, tu as plein d'options qui se débloquent. Hein. Genre, tu peux déménager ta maison d'un point A à un point B, tu peux rajouter des ponts pour traverser la rivière, tu peux faire du terraforming pour abaisser des collines, des trucs comme ça. Tu peux aller vraiment très loin. Et ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si t'as pas d'envie spécifique dans le jeu, bah en fait tu vas vite te lasser. Tu vas juste arriver à dire ok, en fait je m'en fous, aller taper 3 fois un arbre pour avoir du bois, je m'en fous en fait. Mais si tu commences à avoir des idées en disant en fait là je mettrais bien tout mon verger de pommes, à côté je mettrais bien celui des cerises, et en fait à l'entrée je mettrais bien un truc spécifique avec un petit stand pour pouvoir mettre les objets que j'ai en double pour que les gens qui viennent puissent les prendre et déposer les leurs, et ainsi de suite. Ça c'est Ophiel, une pote qui a eu cette idée. Et puis après tu te dis mais ce serait pas mal en fait de pouvoir éventuellement décorer toute ma maison avec une petite ambiance japonaise ou un petit truc un peu plus trashy, parce que tu peux importer aussi tes vêtements. Genre ça, je l'ai pas dit, mais tu peux créer tes vêtements sur internet et les apporter en QR code dans le jeu. Ça c'est la mort, pour les gens. Genre parce que tu peux tout faire. Donc là je me balade avec un vêtement de Zelda, tu vois, genre c'est le genre de petits trucs qui sont vraiment cool. Tu peux créer ton l'hymne de ton île, tu vois, genre tu peux faire un petit truc avec do ré mi fa sol la si, tu veux vraiment un solfège de base qui est là. Donc en fait si t'as une envie, tu peux toujours faire un truc, et du coup faut juste avoir de l'imagination en disant comment moi j'ai envie que mon île soit. Et voilà, et quand tu regardes sur le net, t'as des mecs qui ont fait des trucs de ouf, vraiment c'est monstrueux. Et là je commençais à avoir des idées, j'ai presque envie d'organiser une forme de Koh-Lanta sur l'île, parce que tu dis que tu as des torches et tu me dis que tu peux éteindre les torches des gens, et tu dis ok, mais en fait tu peux faire des labyrinthes parce que tu peux bloquer les passages des gens, donc tu peux créer des jeux sur ton île, tu vois. Et je pense que c'est un truc que je vais faire très bientôt, tu vois, genre inviter 7 personnes sur mon île, créer 7 jeux différents dans l'île, et le dernier qui sort du jeu à chaque fois est éliminé, et c'est le dernier qui gagne un truc, tu vois. Il y a un truc à faire. Oh la vache. Voilà. Il en parle avec beaucoup d'amour quand même. Hein. J'aurais pas dit amour, moi, mais. C'est de la folie. Ouais, c'est pas de la Faut folie. lui retirer lui, La passion et la folie. Non mais là vous le voyez pas parce que j'ai des étoiles dans les yeux. Si, ça Si, s'entend. On les entend tes étoiles, on les entend. Moi j'ai juste une question très existentielle, Zef. Ouais. Du coup, j'ai essayé de me lancer dans la vente de navets. Ouais. Sauf que j'ai pris beaucoup de navets et je les ai laissés par terre chez moi. Ouais. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis revenue et les navets avaient pourri. Mais tu les as laissés plus d'une semaine ? Bah non. Si. Les navets... non, en fait, je te jure que non. me dis pas ça, hein, parce que moi ils sont chez moi. Attends, je vais vérifier tout de suite après. Mais non, moi... Ça se trouve, c'est très humide dans ta maison. En fait, je me suis posé la question bête de savoir si c'était pas à cause de l'exposition de la lumière, par exemple. Est-ce que le fait que ta pièce soit très exposée à la lumière fait que ça les conserve mieux? Mais ce qui est étonnant, c'est que je les ai pris dimanche et je crois que j'y suis retournée lundi pour l'ouverture du... T'as pas fait un changement de date sur ta console? T'as pas fait un truc comme ça? Non. Je sais pas. Normalement, les navets pourrissent au-delà d'une semaine. C'est-à-dire que tu les achètes dimanche, le dimanche suivant, ils sont pourris. Et il faut les vendre dans la semaine, c'est obligatoire. Ou sinon, ils pourrissent. Mais après, donc, c'est pas des navets que t'avais de la semaine d'avant? Non, c'est pareil. Non, je pense pas, non. Ouais, je sais pas. Là, j'ai pas assez de connaissances dans le jeu pour ça, mais normalement, ils pourrissent au-delà d'une semaine. Et par contre, les laisser pourrir, c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que du coup, ça t'apporte d'autres types d'insectes. Bah ouais, mais moi, j'étais tellement dégoûtée que du coup, je les ai revendus. Ouais. Donc à 10 € pièce, alors que je les avais achetés 70. Ah oui, ouais, c'est... Donc voilà, j'ai jeté à la poubelle. Je ne saurais pas te dire. Moi, je les ai récupérés ce matin pour les vendre, là, pour faire ma bascule, pour récupérer mes fonds de base. Et du coup, ils étaient encore clean et je les ai vraiment laissés par terre chez moi. Donc, parce que tu peux objectivement pas les porter tout le temps, c'est impossible. Il y a trop de navets, donc t'es obligé de les poser. Et donc, je sais pas. Je n'ai pas la réponse à ta question, j'en suis navré. Du coup, j'ai quelques questions à te poser. Zef, la question que je me pose déjà, c'est est-ce qu'on peut jouer à ce genre de jeu 1 heure de temps en temps comme ça? Ou il faut vraiment s'investir en fait?
Non, enfin, à mon On peut sens, non, imaginer jouer. c'est le genre de jeu sur lequel tu es obligé de passer un peu de temps minimum, quoi. Après, 1 heure, c'est pas mal déjà. Hein. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux juste aller pêcher, tout comme ça, 1 heure, ça suffira. Mais si tu veux farmer une île hasardeuse, en 1 heure, tu peux le faire. C'est pas très grave, mais je trouve que le jeu prend sa splendeur dans effectivement le temps passé, quoi. Je veux dire, tu peux pas juste jouer 1 heure et revenir le lendemain. T'es obligé de passer beaucoup de temps dessus, quoi. Quand même. Là, en ce moment, avec le taf, je suis à environ 3 ou 4 heures par jour et c'est énorme déjà, ça me trop de temps. Je me lève le matin à 8 heures, je joue de 8 à 9, 9 et demi. Et après le midi, vite fait, je vais checker le nouveau cours du navet. Et le soir, après le taf, j'y joue 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend du taf, ce que j'ai prévu dans la soirée, quoi. Mais en ce moment, je me couche plus vers 3 heures du mat que vers 1h30, 2 heures, quoi, tu vois. Alors je suis désolé, mais je vais devoir te contredire en fait parce que tu as parlé de 80 heures ou plus, c'est ça, sur ta console. Ouais. En fait, le jeu est sorti il y a 11 jours, donc si tu as lancé le jour de la sortie, ce qui fait que tu as passé 7-8 heures par jour dessus, donc je pense plus que 3 Ouais, ou 4 mais heures. tu comptes les week-ends sur lesquels j'ai passé vraiment plus de temps, quoi. Oui, il y a ça aussi, mais ouais, du coup, ça fait quand même un énorme volume de jeu. Je pense que rares sont les jeux où on joue autant. Oh, c'est peu de temps, oui, clairement. Enfin, à la sortie, quoi. Mais c'est Ouais, bien. t'as aussi le fait, j'en ai pas trop parlé, mais parfois tu laisses les îles, ton île ouverte, c'est-à-dire que tu l'ouvres aux visiteurs et tu laisses la console allumée C'est vrai. pour que les gens. Donc, c'est pas vraiment des heures de jeu, mais la console la comptabilise, donc je dois en avoir quand même un peu là-dessus aussi. Donc c'est pas 7 heures effectives par jour aujourd'hui que j'ai joué, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as des objectifs, toi? T'es plus à choper les poissons, à faire une maison qui te ressemble, une collection de vêtements? Ça change plein de choses. En fait, dès que je suis arrivé dans le jeu, j'ai voulu un peu hacker le jeu en mode ok, c'est Nintendo, du coup je me suis fait des t-shirts un peu trash, des trucs comme ça, genre voilà, des trucs j'ai fait un t-shirt Toulouse, j'ai ma maison, on dirait une maison de l'horreur parce qu'il y a plein de sang partout et tout machin. Mais du coup, c'était cool au début. Là, j'ai commencé à changer. Les décors de la maison, ça m'intéresse vraiment pas en fait pour l'instant. J'ai vu plein de trucs cool qui sont faits sur le net et je le ferai à un moment. Là, ce que je veux faire, c'est me faire beaucoup de thunes pour agrandir au max la maison parce que j'ai envie de faire une maison avec un labyrinthe dedans. Ce serait trop cool. Tu peux mettre des meubles et des panneaux, donc j'ai envie de faire un truc où les gens se baladent dedans et en fait doivent sortir le plus vite possible, un truc comme ça. Et bon bref, je sais pas, j'ai plein d'idées, mais franchement, cette idée de Koh-Lanta, ça fait 2 jours que je la pense et je me dis en fait il y a trop moyen de faire un truc, quoi. Et donc j'ai vraiment envie de faire un truc du genre et l'île est assez grande pour ça, donc ça c'est cool. Bah, si tu fais ça, en tout cas, tu fais des screenshots comme ça pour les partager si tu veux. Clairement. Je vais te poser une question à toi, Anya. Du coup, il me semble que tu es la deuxième joueuse du groupe, comme tu disais, parce que tu avais un problème de navet. Mais toi, est-ce que tu as un avis supplémentaire à donner ou parler d'une chose que Zef aurait oubliée? Moi, j'ai du mal à le vendre auprès de ceux qui ne connaissent pas du tout. Et j'ai du mal à expliquer aussi pourquoi est-ce que j'y passe autant de temps. C'est là où il y a une vraie notion de ça devient addictif, effectivement, dans le moment où tu te fixes des objectifs dans le jeu et que tu as très envie de les atteindre. Et en fait, le confinement n'aide pas dans le sens où moi, j'aurais jamais passé autant de temps sur un jeu si j'avais dû aller au bureau, si j'avais, enfin, tu vois, tous les temps de pause que je m'octroie dans la journée, et ben, j'ouvre ma Switch par automatisme et je vais aller farmer du bois parce que je sais qu'il y a un meuble qui m'intéresse vraiment ou parce que il y a, alors je sais pas si Zef en avait parlé, mais t'as donc ce fameux Tom Nook qui va te proposer une sorte de programme de fidélité. Et en fait, ça va être tes daily quests. Donc, ça va être des tâches très répétitives et très simples, mais qui vont te faire gagner un système de points. Et avec ce système de points, tu peux en fait financer des voyages sur des îles, ce qu'ils appellent des îles mystères. Et les îles mystères te permettent de récupérer des ressources que tu n'as pas sur ton île. Donc, si t'as pas assez de copains sur Nintendo, bah forcément, il faut que tu ailles chercher les ressources ailleurs. Et moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Là,
c'est comme ça que j'ai réussi à, par exemple, importer du bambou sur mon île, chose qui ne pousse absolument pas sur l'hémisphère nord. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, tu dis ah bon bah je vais faire une petite heure et en fait tu te rends compte que tu as fait 3 heures parce que à chaque fois il y a un nouveau challenge qui rentre en ligne de mire. Et là c'est pareil, j'essaye de rembourser très vite mes crédits pour pouvoir passer à autre chose en fait, pour me dire ça c'est check et puis je vais passer à autre chose. Ok. Ouais, clairement, j'appuie Anya là-dessus largement parce que effectivement, moi, ça aurait pas été en confinement, je pense que le jeu, j'aurais joué à 10h, 20h et j'aurais arrêté tout de suite parce qu'effectivement, j'aurais jamais joué pendant au boulot, j'aurais jamais joué pendant les trajets, tout comme ça, donc ça aide effectivement pas mal, ouais. Ok, Quetrus, t'es pas vraiment intervenu sur cette chronique, est-ce que le jeu ne te parle pas ou t'as pas envie de te mettre dedans justement de peur de passer trop de temps? J'ai toujours pas compris en fait ce jeu. C'est du loot, c'est du commerce. Tu sais, ça me fait penser au scénario de South Park parfois. Et en fait, derrière, t'as une multinationale qui contrôle le truc. Franchement, c'est là, tu peux pas être mieux, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, à ton avis, est-ce qu'on peut leur vendre ça, tout ça, ou Non, je sais mais pas, derrière, il y a un vrai encore trafic de heureux, drogue, tu vois, avec le vrai cours, je sais pas, mais c'est très. En fait, je comprends pas, j'ai toujours pas compris le jeu, en fait, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe dans ce jeu. Mais ça a l'air très addictif et voilà. Et puis, je vais pas critiquer parce que les jeux de loot et les jeux d'exploration, j'en fais beaucoup aussi, donc. Mais bon, je pense que j'y jouerai pas parce que j'ai pas de Switch. Mais voilà. Pas encore. Par Peut-être contre, je veux bien que quelqu'un stream un jour et commente parce que ça m'intrigue fortement. Pitchy, tu disais? Je suis pour aussi ce que disait Ketrus. Si jamais il y en a un de vous qui se met à streamer, moi ça m'intéresse bien de voir un live parce que ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que de voir tout le monde en fait en parler, de voir aussi un peu l'univers tout mignon et tout. Alors je pensais pas que ça allait jusqu'au marché de navets et compagnie, mais je me suis dit ouais ça pourrait être pas mal en fait pendant la période de confinement, pourquoi pas. Et j'aimerais bien voir en fait. Moi, je pense que de toute manière, tu dois le trouver. À mon avis, tout le monde y joue, donc je pense que les streams, tu dois en avoir pas mal. Mais et si jamais il y en a un de vous qui stream, ouais, moi, ça peut m'intéresser aussi. Eh ben, ce sera pas moi parce que je décide de pas y jouer parce que j'ai peur d'accrocher en fait et je préfère jouer à d'autres jeux en ce moment. Simplement. Ça existait sur quoi avant? Enfin, le premier, il date de quand en fait? Parce que ça existait déjà, c'est ça? GameCube. Ouais, c'est une excellente question. Je te dis ça. GameCube, ok. GameCube, ouais, c'est possible. Ouais, mais du coup, il y avait pas de, c'était pas très MMORPG, enfin, c'était pas aussi. Ouais, mais ça l'est pas. En fait, c'est faussement. Je me perds, merde. Vas-y. C'est faussement multijoueur parce que déjà, si t'as pas l'abonnement online de Nintendo, ben juste tu peux pas. Donc il te faut déjà ça. Et puis l'autre prérequis, c'est que t'aies un host qui t'accueille en fait sur son île. Et il n'y a pas tellement de vrais challenges à jouer forcément avec ton pote parce qu'en fait t'es contraint à l'île de celui qui t'héberge et tout ce que tu peux faire c'est échanger des objets, lui parler, faire des jugements sur sa déco, je le dis en connaissance de cause. Et voilà, c'est des interactions qui sont finalement très mineures par rapport à ce qui aurait pu être fait. Mais après, on parle de Nintendo. Nintendo n'a jamais vraiment eu l'expérience multi. Donc c'est un faux multi en fait pour moi. C'est vraiment c'est vendu comme un multi parce que oui, tu peux avoir tant de joueurs sur ton île, mais vous faites pas grand chose que jouer à la marelle ou Ouais, j'appuie là-dessus. Effectivement, c'est pas du multi du tout, mais l'idée c'est pas de faire des aventures ensemble de toute façon, quoi. C'est juste de l'échange. C'est ok, moi j'ai ça comme meuble ou comme truc et j'en veux pas, je le donne. Est-ce qu'il y a des échanges de fossiles parce qu'il faut compléter ton musée c'est que des trucs comme ça en fait. Donc c'est voilà. Et le premier est bien sorti sur GameCube en 2006. Et c'était le premier. On a eu Animal Crossing Wild World sur Nintendo DS après, Let's Go to the City sur Wii, New Leaf sur 3DS en 2012, et là on est en 2020, c'est le New Horizons. Ouais, d'accord. Il y aura eu 8 ans quoi.
Eh ben, merci Zef pour cette chronique donc, sur Animal Crossing New Horizons, comme tu disais, donc, qui est sorti en mars 2020, cette année, et autour d'un prix entre 45 et 60 selon les formats physiques ou des maths. Dans une époque où on aurait tous envie de voyager, on va là aussi essayer de partir loin, cette fois-ci pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, pour parler de grands buildings et de whisky, c'est ça Pitchy ? Tout à fait, exactement. Alors j'ai laissé un peu tomber les jeux vidéo les 2 dernières semaines. Et en fait, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis retombée sur une ancienne BD que j'avais achetée, je crois que ça date de 2012, donc ça fait un moment, et que j'avais vraiment adoré. Et donc, du coup, ça s'appelle Whiskey in New York. C'est une bande dessinée en noir et blanc qui est écrite et dessinée par Julia Wertz, si je prononce bien, et qui à l'époque était publiée chez Alter Comics, mais qui maintenant, je crois, n'existe plus, si je ne me trompe pas, mais qui est quand même dispo à la Fnac, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon, et des choses comme ça. Et donc, c'est une bande dessinée 100% autobiographique qui raconte un peu une période assez marquante de la vie de Julia. Voilà, donc en fait, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est que c'est une jeune diplômée de l'université qui vit à San Francisco. Pour elle, sa petite vie, ça se passe bien, elle a un petit travail, elle a un chouette appartement, enfin tout va bien. Le seul problème, c'est que son petit ami vient de la larguer parce qu'il se barre à l'autre bout des États-Unis. Sa famille, son frère part en désintox toutes les 2 semaines, donc c'est pas forcément la joie non plus. Et donc du coup, elle décide de faire sa valise et de partir à New York. Et de partir à New York. Et forcément, on sait très bien que la côte est et la côte ouest, c'est relativement différent en termes d'ambiance, de style de vie, tout ça. Et elle va nous raconter tout au long de cette bande dessinée qui doit faire à peu près, je pense, 200 pages, peut-être un peu moins, son aventure en fait, pile au moment où elle va mettre les pieds à New York. Et donc on va vivre avec elle tous ces échecs, parce qu'elle en a vécu pas mal. Elle a trouvé des petits boulots, elle s'est fait virer, elle a connu des déceptions amoureuses. Alors moi, je suis très friand de ce genre de choses. Et ce que j'ai le plus adoré, alors déjà, c'est la simplicité des dessins. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est en noir et blanc, mais c'est un trait très fin. Et je trouve que ça reflète pas mal son état d'esprit. Et il y a énormément d'humour. Il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'ironie, tout ce que j'adore. Donc ça m'a vraiment, cet album m'a vraiment marqué. Et je le conseille d'ailleurs, toute personne qui s'intéresse à la bande dessinée, je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Et récemment, je suis retombée sur un 2e tome qui s'appelle, alors attendez, The Infinite Wait, pardon. Et en fait, c'est toujours autobiographique. Et sauf que là, on retrace un peu plus son enfance à, je crois que c'est 2012, pardon. Et c'est toujours le même humour, toujours le même style. Voilà, donc moi je suis très contente d'avoir découvert cette nana-là. Et depuis, j'essaye de retrouver des bandes dessinées qui sortent un peu dans ce style-là. Et j'ai beaucoup de mal à accrocher maintenant avec d'autres BD en fait. Voilà. Et du coup, l'ouvrage dont tu parlais juste après, c'est jusqu'à la sortie avant, c'est ça ? Enfin, chronologiquement. Et celui dont je parle, Whiskey et New York. Ça, t'as dit 2012, 2011, j'avais noté, ouais. Ça c'est. Alors, elle l'a sorti avant et après, elle a sorti l'autre. D'accord. Et t'as pas trop raconté, mais j'ai feuilleté très rapidement. C'est en noir et blanc ou c'était juste, tous ces Tout à fait. je pense. Tout est en noir et blanc.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle raconte comme type d'histoire autour de... j'ai cru voir qu'elle parlait de ses conquêtes, différentes conquêtes, etc. Exactement. Et c'est ce que j'ai... Enfin, ce qui me... Après, moi, j'adore New York, donc forcément, ça aussi, ça a été un point en plus, on va dire. Mais il y a des scènes, en fait, qui sont dessinées. Par exemple, tu vas la retrouver à 3h du matin dans une laverie automatique en pyjama, en train de bouffer des pop-corn, en train d'attendre son linge parce que son dernier encart s'est super mal passé, tu vois. C'est plein de petites histoires comme ça dans lesquelles en fait tu peux très vite te retrouver en tant que voilà pour le coup c'est une nana donc en tant que nana et voilà donc c'est plein c'est toutes ces en fait ouais on retrace vraiment tout son parcours de son départ de San Francisco à son arrivée à New York jusqu'à ce que ça se stabilise un petit peu. Et du coup, le rapport avec le whisky, on consomme beaucoup. Parce qu'elle est, en fait, c'est plus dans le sens où elle est un petit peu, on sent qu'elle est un petit peu dépressive en fait. Que ça se passe pas très bien. Elle a quand même lâché une super vie à San Francisco pour, en fait, pour quelque chose qu'elle ne connaissait pas et qui se passe pas comme elle l'aurait voulu. Et voilà, donc ça fait référence à ça. D'ailleurs, un truc que j'ai regardé parce que j'avais un doute en écrivant le titre sur la préparation là. Il y a un E dans whisky. Tu sais pourquoi? Pas du tout. Je t'avouerai je crois que j'ai cru entendre Zef. Vas-y. Je pense que Ketrus pourra plus nous répondre, mais je crois que le whisky et le whisky c'est deux choses différentes en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est pas la même distillation. Après, je sais plus exactement les différences, mais je crois que whisky c'est un peu comme le bourbon en fait. Donc, qui est très prisé aux ouais, donc c'est peut-être plus classe que le whisky, je sais pas. Non, moins. Ah. en fait, je crois que c'est. Alors, je regarde rapidement, c'est distillation de céréales maltées ou non maltées, c'est ça, non? Un truc comme ça, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, en et fait, donc, je crois ça que doit faire référence aussi au fait qu'elle soit complètement. Enfin, c'est que la situation est assez compliquée, je pense, tu vois. Parce que c'est quoi? C'est réputé pour être un truc moins classe, enfin moins prestigieux ou ça coûte moins cher peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais que par exemple, je crois que le Jack Daniels c'est du whisky et c'est un truc de premier prix en fait. Enfin de premier prix dans le sens c'est un truc de bon marché. C'est pas un truc de qualité. De grande qualité en fait, c'est pas un grand whisky. Donc du coup, je pense qu'effectivement c'est là où je rejoins Ketrus sur le côté le whisky, c'est un truc, c'est peut-être distillé différemment, c'est moins pur, on le coupe peut-être à autre chose, je me rends pas compte. Vraiment, je dis sûrement des conneries. Donc si Kalika nous écoute, il va me tabasser. Mais lui pourra peut-être nous répondre par exemple. Ok, bah on va peut-être mettre un petit lien, la différence entre whisky et whisky. Je vais noter ça comme ça, vous pouvez voir directement. Alors, je crois que le whisky est un produit qui est très typique aux États-Unis et en Irlande, d'après ce que je lis. Alors que le reste du monde va produire du whisky, comme on le connaît. Et le whisky, c'est un produit très américain et irlandais, a priori. Ouais, et effectivement, c'est une différence de distillation, mais voilà. Bah, de toute façon, il y a un petit lien en bas dans la description, comme d'habitude. En fait, c'est peut-être la même chose, c'est peut-être juste une différence de nom, en fait. Je crois qu'il y a vraiment un style de distillation différent. Là-dessus, je suis quasi sûr. Mais peut-être que la personne qui a écrit ça savait, en fait. Ah ouais, elle savait, clairement, elle savait. Bon, je pense que si elle l'a écrit, elle le savait, hein, comme sur Internet. Ouais, tout bien sûr, tout à fait. Non, c'est une coquille qui a été laissée par l'éditeur. Mais peut-être que c'était une coquille à l'époque. Le mec qui a dit ouais, c'est écrit comme ça, t'inquiète, je viens d'en boire, je sais très bien. Ah, je croyais qu'on le distillait avec de la coquille. Je me disais du coup, ouais, ça prend sens. Ah. T'es resté dans Animal Crossing, je pense. Mais... Ouais, c'est ça. Ok, pour revenir au sujet de Whiskey de New York, du coup, tu disais il y avait d'autres ouvrages venant d'elle. Ouais, tout à fait. Et elle a un site en fait, c'est juliawertz.com et elle publie régulièrement des planches en fait qui retracent un peu sa vie, ses ressentis, tout ça. Et puis il y a pas mal. Je crois qu'elle en a fait d'autres. Je pourrais pas te dire exactement lesquels.
De toute façon, il y a le lien aussi, pareil, en bas dans la description. Donc, ouais, exactement. pour se renseigner sur qu'elle a ce fait, qu'elle a mais fait. voilà. Et alors, la petite histoire, la deuxième bande dessinée dont je parlais, The Infinite Weight, lui, je l'avais acheté à l'époque quand j'étais à New York. Et j'étais super contente parce que elle me l'a livré, parce que je l'ai commandé via son site à l'époque. Et elle m'avait fait une petite dédicace et tout. C'était super, super sympa. Et par contre, je crois que je sais pas s'il est en version française. Moi, je l'ai en version anglaise. Du coup, je suis pas sûre qu'il a été traduit par la suite en français. Mais c'est des textes qui sont compliqués à lire ou ça Non, reste franchement, c'est pas du tout compliqué. D'accord. Facilement, et tu peux le lire n'importe où. Est-ce que vous connaissiez Quetrus, toi, par exemple, t'avais déjà entendu parler? Non, pas du tout, mais ouais, j'ai jeté un coup d'œil. Les dessins, ils ont l'air incroyables. Les planches, les dessins de New York, etc., les boutiques, c'est très très beau. Moi, je suis très fan de ça et j'aime bien en fait les bouquins. C'est souvent des expats en fait que tu lis sur les villes. Tu sais, il y a Pyongyang, je crois que je me rappelle, il y avait Boulet aussi qui avait fait ça quand il était parti aux États-Unis. Il y en a d'autres en fait, Oui. et d'autres au Japon aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y a bref un Français aussi qui était parti et en fait j'adore parce que je sais pas, il y a un petit côté, tu découvres les villes un peu différemment, Ouais. et puis c'est toujours très très empreint de sentiments en fait quoi. C'est très, ouais, ça me touche en fait ce genre de BD et là ouais c'est rien que de voir ses dessins, ça me donne envie de lire sa BD, c'est clair quoi. Puis de ce que t'en dis, ça donne très envie, c'est sûr. Je vous Ok. le conseille. Anya, est-ce que tu connaissais, toi? Ça te dit quelque chose? Alors moi, je connaissais son dessin. Je mettais jamais de nom dessus, mais maintenant c'est fait. Donc je suis très contente. Et ouais, ça c'est clairement le truc le genre de choses que je pourrais avoir dans ma bibliothèque, ouais, clairement. Ouais, ça me botte bien aussi de ce que j'ai vu quand j'avais regardé en noir et blanc. C'est assez épuré, mais c'était plutôt joli, j'ai trouvé. Donc, Ah, mais c'est très simple et la personne, elle aussi, tu vois, si tu veux, ça reflète vraiment bien sa personnalité. Elle est très simple. Et puis l'humour qu'il y a dedans, je trouve que ça se marie vachement bien avec les dessins. Ouais, ses premiers bouquins s'appellent The Fart Party quoi. Ouais. Ah, ok, Exactement. La tête du père, Le tout c'est premier, ouais. ça pose les J'étais en bases train de quoi. regarder. ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bref, Elle fait vas-y. un peu Daria dans l'idée, en fait, c'est marrant, Carrément, sur la ouais. tête et la façon de dire un peu les choses. Mais là, si tu veux, je suis en train de regarder son site et je suis en train de voir qu'elle a un Patreon et je suis en train de regarder les récompenses Patreon parce que je suis en train de me dire que je vais lui donner de la thune tous les mois dans pas longtemps. Mais ouais, je Dans pense pas que je longtemps. vais. Non, mais le temps de trouver ma carte bleue, quoi. Mais ouais. Ah, Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je kiffe beaucoup le style et le ton en fait qu'elle donne à ses planches dans le dialogue. Et donc ouais. Bon, on a l'air tous convaincus. Alors, C'est cool. cool, Ouais, ça. Ouais. je crois que c'est parti pour $5 par mois là. Attends, bouge pas. Bah, merci pour elle et surtout merci Pitchy pour ta chronique donc sur Whiskey on New York de Julia Wertz qui est dispo depuis 2011-2012 autour d'une quinzaine ou vingtaine d'euros si vous arrivez à le trouver. En plus de voyager, ce qu'il nous manque aussi en ce moment, c'est de se réunir entre amis pour s'aventurer dans des jeux de plateau. Mais il est également possible de faire ça en pyjama, sans vraiment sortir de chez soi, et c'est surtout de la version dématérialisée de Lords of Waterdeep que Trus va nous parler aujourd'hui. On t'écoute. Ouais, exactement. Alors en fait, j'ai pas arrêté de changer d'avis pour la chronique. Parce que C'est vrai. Parce que je suis en train de jouer à Nioh 2 et mince, comment il s'appelait le jeu The Friends of Ringo Ishikawa sur Steam et l'autre sur PS4. Et par contre, je les ai pas encore assez poncés et je me sentais pas hyper à l'aise pour en faire une chronique. Et en fait, je me dis, mais en fait, t'es con parce que ta vie en ce moment ludique tourne autour de très peu de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai mon Animal Crossing à moi qui est DZ ou Daisy, selon qu'on parle anglais ou pas, avec lequel je me couche à 3h du matin et on va cultiver les carottes et tuer des zombies et se faire dépecer par des cannibales en ligne, tu vois. Bien sûr. Mais c'est comme Animal Crossing, tu peux faire du potiron, tout ça. Et surtout, en fait, j'avais l'habitude de me réunir, moi, avant le confinement, avec des potes et on jouait à des jeux de plateau au moins une fois par semaine. Enfin, en tout cas, on essayait, quoi. On a poncé Terraforming Mars pendant 9 mois, tu vois. Et du coup, là, on peut plus se voir.
Et d'ailleurs, c'était dans la cave dans laquelle on enregistrait il n'y a pas très longtemps. Et on peut plus se voir, mais en fait, on a les alternatives de jeux en ligne. Et il y en a un qu'on a ressorti, enfin que j'ai ressorti parce que j'y avais joué il y a très longtemps, qui s'appelle Lords of Waterdeep, qui est en fait un jeu de plateau qui était sorti en 2012, édité par Wizards of the Coast. Pourquoi ? Parce que c'est sur l'univers de Donjons et Dragons. Et il existe une version en ligne qui est en plus pas du tout chère sur Steam, qui est à 5 € et quelques, avec 2 extensions à 2 balles. Et je me suis dit, bah en fait, vu que tu y joues à peu près tous les jours, parce qu'on a un petit rituel, on y joue normalement vers 18h, ou le soir à 20h. D'ailleurs, ils sont en train d'y jouer, ils m'ont envoyé des invites, mais je peux pas parce que je vous parle de ce jeu à l'heure actuelle. Et donc voilà, je me dis, bah parlons de ça, parce que au final, tu vois, couplé avec un Discord ou avec un Meet ou un Zoom pour la vidéo, bah c'est presque comme si on était ensemble et qu'on jouait. Et pourquoi ce jeu ? Parce que c'est un jeu qui est rapide à faire, qui est assez simple à comprendre et qui est éprouvé. Il y en a 12 000, hein, il y a plein de jeux et je pense que Zef pourra parler aussi de ses expériences de jeux multijoueurs en ligne, de jeux de plateau. Mais voilà. Donc qu'est-ce que c'est Lord of Waterdeep ? Donc pourquoi Lord of Waterdeep ? Parce qu'on va chacun incarner un seigneur masqué de la cité de Waterdeep qui en fait tire les ficelles de cette cité et des environs et s'occupe du commerce parallèle, des quêtes, un peu tout ça, etc. À la base, c'est ce qu'on appelle un jeu de placement d'ouvriers. Un jeu de placement d'ouvriers, ça veut dire que on va disposer d'un certain nombre de bonhommes, donc des meeples, dans notre cas des agents, qu'on va pouvoir aller placer sur des quartiers de la ville, en fait. Et en fonction de où on place son bonhomme sur les quartiers, on va pouvoir récolter des ressources qui, dans ce jeu, sont en fait des aventuriers. Donc, il va y avoir des guerriers, il va y avoir des prêtres, il va y avoir des voleurs et il va y avoir des magiciens. Et qui sont représentés en fait par des cubes de couleurs. Donc, en fait, c'est cubes orange, cubes noirs, cubes blancs, cubes violets. Mais bon, je trouve ça cool de respecter un peu le background que les développeurs ont voulu mettre. Et en fait, ces aventuriers, on va les utiliser pour enquête, on va les envoyer dans des quêtes. Et en fait, les quêtes, c'est ce qui va te permettre de ramasser des points. Donc ça, c'est le principe de base. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que, comme c'est un jeu de placement d'ouvriers, il y a très peu de quartiers disponibles, en tout cas au début de la partie. Et donc, ça va être celui qui va placer son bonhomme sur le bon quartier, qui va pouvoir récolter la bonne ressource et qui va peut-être réussir à accomplir les quêtes dont il a besoin de faire pour gagner la partie. Voilà. Il y a également un système d'intrigue, donc avec un système de cartes d'intrigue, où tu vas pouvoir aller dans un petit quartier qui s'appelle le Waterdeep Harbor, donc le port, et il n'y a que 3 places. Donc quand tu joues à 5 joueurs, déjà sur un tour, c'est compliqué parce que tout le monde ne peut pas y aller. Et quand tu vas poser ton bonhomme dessus, tu vas pouvoir réaliser une carte intrigue qui est la plupart du temps quelque chose qui te permet de construire ton jeu, de réaliser des quêtes, de récupérer des ressources, mais surtout d'aller pourrir la vie des autres. Et ça, c'est ce qui est un peu le plus drôle dans ce jeu, c'est que il y a vraiment une stratégie intéressante d'aller pourrir et d'intervenir sur le jeu de l'autre. Autre mécanisme, tu vas pouvoir acheter des nouveaux quartiers, entre guillemets, qui vont donc agrandir le jeu et qui vont permettre de pouvoir poser ces ouvriers dans d'autres endroits et donc de récolter des nouvelles ressources ou des effets spéciaux, etc. Je vais pas rentrer un peu à fond la caisse dans le mécanisme. Juste, il faudra que vous me croyiez sur parole, en fait, que c'est un super jeu. Parce que ça se joue en 8 tours. Donc, on sait quand est-ce que ça finit. Ça va pas durer des heures comme pourrait durer un Terraforming Mars ou ce genre de jeu. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà. Quand on joue par exemple à 4, la partie va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est un jeu qui est tellement bien équilibré que toutes les parties qu'on a faites jusqu'alors, en fait, se finissent de façon hyper serrée. C'est-à-dire, là, j'en ai fait une à 17h et on était 3, on a fini à 156, 157, 158 points, quoi. C'est dire que la partie, elle est à fond la caisse, elle est hyper serrée et en fait, tu as cette tension qui est tout le temps présente du début à la fin. Et c'est ça qui en fait un jeu hyper prenant. Par contre, au niveau graphisme, si vous regardez, si vous avez envie d'y jouer, vous allez être un peu, vous allez flipper parce qu'en fait c'est old school. Le jeu vidéo date il y a pas très longtemps, mais pourtant t'as l'impression qu'il a été développé en 90 et que parce que c'est tout vieillot, t'as l'impression de jouer au vieux RPG que t'avais sur PC au tout début, quoi.
avec des grosses bordures sur le côté, un peu mal designé, mais bon, tout ça, tu t'en fous. Même les sons sont un peu bizarres, c'est-à-dire que des fois, moi, j'ai l'impression d'entendre des sketchs des chiens quand il y a des trucs qui se déclenchent. Et pourtant, ils ont fait un effort de ouf sur les sons, parce que quand tu vas sur certains quartiers, tu vas avoir des sons de chiens, tu vas avoir des sons de cloches, tu vas avoir les sons des bateaux, etc. Mais bon, c'est rigolo, ça donne un petit côté kitsch, quoi. Voilà, donc je voulais juste parler de ce jeu-là parce que moi, je y joue beaucoup. Il coûte pas très cher. Tu peux jouer jusqu'à 5 joueurs, voire 6 avec les extensions. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me permet de continuer mes soirées avec mes potes. Et voilà. Et puis surtout, je voulais vous demander, vous, est-ce que vous jouez à des jeux de société en ligne et lesquels? Alors, je vais déjà poser mes petites questions Ouais, et après pardon, on répondra si tu veux, ouais. pas de souci. Mais tu parles d'extension justement, est-ce que c'est uniquement pour prolonger, pour agrandir le nombre de joueurs ou il y a des trucs vraiment différents en Alors, plus? la première extension, elle te permet de rajouter 3 quartiers supplémentaires. Donc en fait, quand tu commences à jouer à 5 joueurs, t'arrives très vite à un moment donné où tu vas être les quartiers vont être complets, donc en fait ça va vite bloquer le jeu si t'as pas réussi à étendre le plateau. Donc ça permet d'avoir une meilleure souplesse quand t'es beaucoup et de pouvoir commencer à jouer à 6. Et la deuxième extension, elle va introduire une notion de corruption. Ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des effets plus forts, réaliser des quêtes un peu plus balèzes pour moins de coûts, moins de ressources. Mais par contre, tu vas prendre de la corruption et plus t'es corrompu, plus tu perds des points. Voilà. Donc ça complexifie beaucoup le jeu. La deuxième extension complexifie beaucoup le jeu. Moi, je conseille, si vous êtes 5-6, de prendre la première extension. Ça coûte à peine 2 balles. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fun. Et il y a plus de cartes, plus de cartes quêtes, plus de cartes intrigues, etc. D'accord. Et pour répondre partiellement à ta question, et je pense qu'on laissera la parole à Zaf juste après, mais tu parlais du côté pas très joli du jeu, et j'ai l'impression que j'ai pas encore vu de jolis jeux de plateau en ligne, ou en tout cas d'interfaces qui sont cool, mais j'ai pas une connaissance très très. Si, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup, ça se fait. Maintenant, c'est quand même assez joli. Alors, les illustrations sont très cool. Enfin, c'est quand t'aimes bien en fait l'univers un peu Donjons et Dragons, les vieux jeux de rôle, c'est sympa. Je crois qu'en plus, il y a une vingtaine ou une trentaine d'illustrateurs qui a dessus. Je pense qu'ils ont été piochés dans les ressources de Wizard of the Coast. Par contre, l'interface, elle est vraiment un peu vieillotte et c'est pas ouf. Mais oui, sinon, il y a des beaux jeux, il y a des beaux jeux de plateau maintenant qui sont développés. Je sais pas, je vais prendre Gloomhaven pour en parler d'un des derniers. Il est très très beau en ligne et il n'y a pas de souci. Zef, je sens que tu meurs d'envie de répondre là. Non, je vais dire le dernier Gloomhaven, oui, il est très beau, il est quand même très, il est vraiment encore en bêta, quoi, mais oui, il est très sympa. Mais effectivement, j'ai testé celui-ci. Que dire, je connaissais pas celui-là, mais tu l'as dit, j'ai peut-être zappé, excuse-moi, c'est dans l'univers de D&D en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça explique pourquoi je connaissais pas. Mais du coup, non, c'est le genre de jeu qui me fait très envie, mais sur lequel je craque très pas beaucoup. Parce que j'ai peur de trop y passer trop de temps en fait, vraiment trop. Mais après les jeux en ligne, effectivement, en ce moment c'est une aubaine pour les plateauistes comme nous en fait, parce qu'effectivement tu peux y passer du temps et retrouver des jeux, surtout qu'effectivement à ce modèle digital a vraiment un catalogue fourni là-dessus. Genre Terraforming Mars, effectivement, c'est un jeu phare en ce moment, mais t'as ça, chez Libellud, t'as Mysterium qui est sorti aussi, qui pour moi a vraiment relancé le jeu parce que t'as pas toute la complexité de l'installation, il est rapide, t'as une histoire qui est dedans, qui est assez cool et qui t'apprend en plus le jeu correctement. Et je trouve que le fait de pointer à la souris vraiment les détails de chaque carte aux autres gens, parce que je joue en multi, ça t'aide vraiment à avoir une autre dimension de jeu que tu n'avais pas forcément autour de la table. Pour Mysterium, tu veux dire? Ouais, pour Mysterium, ouais, par exemple. Je dis ça parce que j'ai beaucoup joué, mais t'as Mémoire 44 qui était aussi qui est dispo sur Steam et qui est un putain de jeu et sur lequel tu peux passer des heures et des heures sans t'arrêter, quoi. Donc si, ouais, je conseille largement ça me fait kiffer, c'est très très bien. Ouais. En plus, c'est vrai que t'as pas le côté installation qui peut être un peu lourd. Et tu as la gestion des règles qui est complètement prise. Donc en fait, non, t'as pas de problème de compréhension des règles. Ouais, après, tu te laisses porter, quoi. Après, il n'y a pas de triche éventuelle justement par rapport à ça. Tu peux pas dire non, tricher, si la règle, moi je me souviens, c'est ça. En fait, là, c'est imposé, quoi. C'est imposé. Tu peux pas tricher. Tu peux pas te tromper sur les règles normalement. Et j'ai en tête un site, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'on peut jouer. Alors, c'est peut-être des jeux qui sont un peu plus communs, mais je pense au Saboteur, je pense à Seven Wonders. Il y a un système d'abonnement, en fait, tu payes, c'est pas très cher, peut-être 2-3 euros par mois.
Et je trouve après que ça a vraiment aucun charme. Enfin, alors, en effet, je l'ai pas couplé avec une visio à côté, mais jouer comme ça ou juste à la souris, moi ça me fait pas marrer. Je vois ma copine qui joue de temps en temps, elle a même des parties qui sont longues, dans le sens où des tours qui durent 2-3 jours. Elle a des dizaines de parties en parallèle, elle arrive à se souvenir de où elle en est et tout, mais je trouve que ça pète l'intérêt du jeu. Hein. Tu parles de Board Game Arena, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Merci, je cherchais le nom, mais ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Board Game Arena? Ouais, c'est ça. Ah si, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai dit. Mais ouais, le concept de jouer et de dire tout le monde a 24 heures ou 48 heures pour faire son tour. Enfin, ta partie elle dure hyper longtemps, alors qu'en temps de jeu effectif, c'est une demi-heure, quoi. Ouais, écoute, ça vient un peu je trouve ça pas mal en vrai. Ça vient un peu du monde, tu sais, des wargames en fait. Les wargames en ligne, ça a toujours été comme ça. En fait, il y en a même qui se jouaient par mail ou par courrier, des trucs comme ça. Et c'est des jeux qui prennent longtemps. Ouais. Et c'est des jeux qui prennent longtemps. C'est du tour par tour, etc. Moi, je dis pourquoi pas. C'est pas. Si tu veux ce mode de jeu-là, moi, je le vois très bien quand t'es pas en confinement. C'est-à-dire que tu vas lancer ta partie le matin, tu vas faire un tour, puis tu vas revenir le midi, tu vas refaire un tour, le mec va faire un tour, etc. Tu vois, sur une durée de temps un peu longue. Et donc, c'est très bien, pourquoi pas. Par contre, tu vois, là, je trouve que ça correspond pas du tout à ma façon de jouer là en confinement, qui est je veux me retrouver avec mes potes. Ok, on est qu'en audio, on est un peu en vidéo, mais c'est pareil, en fait, t'as les mêmes vannes, t'as la même compétition, t'as le même plaisir de se retrouver ensemble autour de jeux un peu. Bon, là, c'est des jeux un peu costauds auxquels je joue, avec Terraforming, ce genre de choses, c'est pas du familial, mais tu vois, c'est retrouver un peu ce lien social que t'as perdu parce que tu peux plus aller chez tes potes jouer vraiment à du cube en bois ou du jeu de plateau classique. Ça, c'est sûr. Pitchy, de ton côté, t'as déjà fait ce genre d'expérience en ligne? Pas du tout. Et ma question, c'était la suivante. Est-ce que pour une personne qui ne joue jamais à ce genre de jeu, est-ce que c'est simple de le prendre en main? Alors, oui et non. C'est-à-dire que la plupart du temps, les jeux que tu vas trouver en ligne, alors ceux que je connais très bien, c'est Terraforming et donc celui-là, Lord of Waterdeep, en tout cas pour les versions en ligne. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir jouer offline contre des IA, contre des bots, et du coup tu vas pouvoir apprendre les jeux de façon légère, facile, tu vois, détendue, quoi. Le truc, c'est que par exemple, si tu commences directement avec une version en ligne, ça va être beaucoup plus dur d'expliquer les règles et d'expliquer le jeu parce que t'as pas la personne en face, tu peux pas lui montrer une carte, ce genre de truc, et surtout sur les jeux complexes. Donc en fait, je dirais oui et non. Et quand tu connais déjà les jeux de société, que tu as l'habitude d'y jouer, c'est facile de t'introduire là-dedans. Mais quand tu connais pas, oui, ça peut être très compliqué si t'as pas quelqu'un, par exemple, qui. Moi, ce que j'ai fait pour expliquer les règles, c'est que je stream sur Discord le plateau. Et j'expliquais à tout le monde en fait les zones de jeu, comment ça se fonctionnait, etc., etc. Mais si t'as pas ça, ça peut être effectivement un peu rebutant, quoi. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Peut-être que Zef va me contredire là-dessus. Non, j'ai très rarement fait comme tu fais en fait. Donc moi, quand je joue au jeu, je connais le jeu et les gens avec qui je joue, je connais. Donc j'ai jamais introduit un jeu de cette façon-là. Donc je serais pas dire. Je pense que c'est une bonne façon que tu le fasses comme ça. Ce qui est frustrant très souvent, je trouve, sur ce genre de jeu, c'est que parfois quand tu connais le jeu de plateau, que tu as mal compris une règle, que tu l'appliques quand tu joues au jeu en ligne, en fait, lui va l'appliquer comme il faut, et du coup parfois tu es frustré par la non-compréhension, quoi. Et donc j'imagine que effectivement apprendre un jeu en ligne qui vient d'un jeu de plateau, putain, ça doit être l'horreur. Enfin, vraiment, ça doit être dur, je pense. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Donc là vraiment pas d'avis, quoi. Ouais. De ton côté, Anya, pardon, vas-y, Gatos. Non, ça s'est plutôt bien passé. Après, les gens avec qui je joue ont l'habitude de jouer aux jeux de plateau, donc même si c'est un nouveau, la première partie elle va être pour eux, mais en vrai, c'est un peu pareil aussi quand tu joues en physique. Ouais. Anya, de ton côté, est-ce que tu as déjà expérimenté ça? J'ai jamais fait de très très gros jeux en ligne. J'ai non seulement, j'ai tellement de jeux vidéo que j'y pense pas tellement. Mais j'ai fait du Mysterium, du Catan. Il y a un autre truc dont je me souviens plus du nom. Et pour le coup, j'ai introduit à des joueurs qui connaissaient pas. Et Mysterium, pour le coup, c'est très très facile à prendre en main. Et c'est très très drôle.
En fait, c'est un des jeux de plateau qui a été le mieux retranscrit en ligne, je trouve. Parce qu'en fait ils ont simplifié le truc et c'est pas abstrait. Enfin c'est assez bien foutu. On te dit quand on te donne la parole, on te dit quand t'es le corbeau. Enfin bref, moi j'ai bien aimé moi. Et c'est pas trop frustrant pour le fantôme parce qu'il parle pas normalement. Donc là il est. Là, il parle pas du tout, du coup. Bah ouais, en fait, t'es tout seul, quoi. Ça fait un le peu. truc, c'est que nous, on s'est mis sur Discord à ce moment-là, et effectivement, tu te mutes intentionnellement pour éviter de donner des indices. Mais c'est fait pour. Enfin, je veux dire, un vrai mystérium, ça devrait pas. Le fantôme n'est pas supposé. Non, mais tu vois les gens, t'as les regards. Tu vois. Ah, ça, bah oui. Ouais. Il manque ce côté-là, mais ça marche quand même, je trouve. T'as quand même. Et après oui, effectivement c'est la dimension sociale de Mysterium que tu n'auras pas si tu joues au jeu en ligne. Mais ça n'empêche que je trouve que ça marche bien et que ça c'est typiquement le genre de jeu que tu peux introduire à des non-platoïstes. Donc voilà. Ouais, moi, il y a deux trucs qui me frustrent le plus sur ce genre de jeu en ligne. C'est la dimension dont on avait parlé là, c'est effectivement le côté, par exemple, sur Mysterium, tu vois pas les gens, donc t'as pas une sensation de jeu et de devinette qui fait partie normalement du jeu plateau en termes social. Mais t'as aussi en fait une dimension de difficulté, je trouve, sur les jeux qui est grandi en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je prends l'exemple de Gloomhaven. En jeu de plateau, de Gloomhaven, tu joues contre le jeu, mais tu sais comment le jeu, parce que comme le jeu joue pas tout seul, tu dois le faire réagir toi suivant les actions en fait. Donc si tu veux, tu vas provoquer les actions volontaires, te déplacer de cette façon parce que tu vois la carte du monstre et tu sais comment le monstre va se déplacer, tu sais comment il va attaquer, tu sais, t'as plein d'infos en fait mine de rien qui sont là. Ouais. Et en fait, du coup, le jeu en ligne, t'as pas ça. Et du coup, le jeu devient plus dur à cause de ça. Ou grâce à ça, hein, c'est un choix. Mais moi, je trouve du coup, j'ai du mal à jouer en ligne à Mysterium à Gloomhaven. Je me fais poutrer facilement parce que du coup, j'ai pas cette dimension de comprendre ce qu'il va faire ou comment il va interagir avec moi parce qu'il a un cycle de pensée qui est logique en fait. Et en plus, je trouve que alors ça c'est complètement de ma part et c'est perso, mais je trouve que les jets de dés, ils sont cheatés sur les jeux en ligne. Ah ouais. Voilà. Tu crois que l'ordi triche? Non, mais comme t'as pas de notion de hasard pur sur le jeu en ligne, parce que ça n'existe pas pour eux, t'as un algorithme qui essaye de s'approcher à ça, mais en vrai, un GD c'est un pur hasard, alors que là tu l'as pas, et pour moi, j'ai une notion de. Tu vois, en ce moment, je fais beaucoup de jeux de rôle sur un système qui s'appelle Roll20. Et en fait, quand tu lances les dés sur Roll20, parfois tu vas avoir 4 ou 5 fois le même jet en fait. Alors, sur toute la soirée, mais très exactement le même jet en fait. Et du coup, tu te dis, putain. C'est chaud. Alors, je pense que quand je fais ma soirée jeu de rôle avec mes dés classiques, j'ai aussi les mêmes jets, mais je m'en rends moins compte. En fait, ouais, c'est la même chose, ouais. Ouais. Mais bon, là, comme on est coincé, c'est des bonnes. C'est des bonnes alternatives. Ouais, excellente. Eh bien, merci Cotrus. En tout cas, donc c'est Lords of Waterdeep. Tu disais c'est dispo autour de 5 € avec l'extension à 2 € chacune, donc même pas 10 € pour tout avoir. Si j'avais une dernière question par rapport à ça, mais évidemment, c'est chaque personne qui paye son jeu. Et c'est l'extension aussi. Ouais, d'accord. Bon, finalement, ça divise un peu le prix parce qu'en jeu de plateau, tu me disais c'est une quarantaine d'euros, c'est ça? Ouais, mais celui-là, en fait, c'est pour ça aussi que je le conseille parce que celui-là est vraiment pas cher. Il est vraiment super bien quand on aime jouer aux jeux de plateau et avoir un truc un peu péchu, en tout cas au niveau compétitivité. Et il est pas cher parce qu'en fait, on en a beaucoup, mais ils vont être aux alentours de 20 minimum, puis ça peut monter assez haut. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte parce que tu as envie de jouer avec tes potes, mais t'as pas envie de leur imposer d'acheter un truc super cher quoi non plus. Voilà. Ça se comprend. Très bien, merci pour cette chronique sur Lords of Waterdeep. Bien que Ori ait vu sa suite débarquer il y a peu sur Xbox One et PC, Oriflamme n'a juste rien à voir avec le jeu vidéo de plateforme et d'aventure. Aujourd'hui, Anya va plutôt nous parler d'affaires de famille et de rois, c'est bien ça? C'est l'intro. Ok, je vais pas juger. Mais et ben pour changer, moi je vais continuer sur la lancée du jeu de plateau, ce qui est bien puisque Ketrus vient de nous parler du sien en ligne. Moi je vais vous parler d'un vrai jeu de plateau,
pardon, physique. Un vrai, ça y est, ça commence. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle peut pas s'en empêcher. Voilà, encore faut-il prouver que c'est un jeu. Ça commence déjà. J'ai même pas commencé ma chronique que Ouais, je... C'était pour tenter. Pardon. Bref, je pense qu'on en a parlé il y a 2 épisodes entre cast. On a dû en parler en off. Je vous parle du FIGE. Et le FIGE, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le Festival international des jeux qui se déroule tous les mois de février à Cannes et qui réunit la crème de la crème des éditeurs et des auteurs et passionnés du genre au cours duquel on va récompenser en fait les jeux de plateau de l'année, et ça sur 3 catégories. Donc on a la catégorie enfant, tout public, et expert. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que si vous suivez les Défaussés avec Alex et Zef, vous avez sûrement dû suivre leur vlog. En fait, les gagnants de cette année dans la catégorie tout public, c'est Oriflamme. Et qu'est-ce que c'est Oriflamme ? Et là, j'entends déjà les haters revenir en file indienne pour scander leur mécontentement. Oriflamme, c'est tout simplement un jeu de cartes stratégique qui est sorti en novembre 2019, et qui a été édité conjointement par Forge Next, donc qui ont sorti notamment Majesty, Chroma et le Studio H. Et qu'est-ce que c'est le Studio H ? C'est en fait la branche jeu de Hachette qui a été montée avec l'ancien fondateur de Matago, qui est une autre maison d'édition de jeux de plateau assez connue dans le milieu. Et d'ailleurs, je crois qu'on a parlé d'un de leurs jeux, c'était Wingspan. Je crois que c'est Cutrus qui avait fait une. C'est ça. Voilà, je fais que des références là. Et donc ça fait pas mal de bruit. Pourquoi ? Parce que pour le coup, c'est alors au FIGE, on n'a pas seulement des gros éditeurs qui rentrent en compétition. On a aussi parfois des gens qui éditent seuls ou avec des petites maisons d'édition. Donc il y a eu le Gloomhaven dont je vous avais parlé, où c'était un seul mec qui est à la tête de tout ça, et de ses Kickstarter. Et là, Oriflamme, ça a été créé par deux studios qui sont pas si gros dans le milieu. Et pour en revenir au contexte, donc comme tu disais, on incarne des chefs de maison qui vont tenter de s'octroyer le trône suite au décès du roi. Donc jusque-là, l'histoire est pas très compliquée. Et chaque joueur va donc choisir sa maison. Je crois qu'il y en a, on a 5, puisque je crois que c'est entre 3 et 5 joueurs. Et du coup, une fois que vous avez choisi votre maison, donc vous avez un deck de 10 personnages. Donc c'est 10 personnages différents qui ont chacun leur pouvoir spécifique. Donc on va retrouver le soldat, on va retrouver l'assassin, on va retrouver l'archer, le seigneur et j'en passe, qui chacun vont donc avoir leur pouvoir spécifique. Si vous avez joué à Mascarade ou si vous connaissez de loin, c'est à peu près le même principe, avec quand même quelques subtilités un peu plus profondes dans le gameplay. Alors, je vais pour gagner, c'est simple, il faut amasser le plus de points de victoire. C'est donc c'est donc le joueur avec le plus de points de victoire qui va gagner la partie. Carte en main, on va commencer par se séparer de 3 personnages de façon aléatoire. Donc face cachée, on va enlever 3 cartes du deck au hasard, et ils ne feront plus partie du deck qui sera utilisable lors de la partie. Une partie, ça se déroule en 6 tours, et un tour se divise en 2 temps. Donc on a une phase de placement où on va choisir un personnage de notre deck, et un tour de placement, de résolution, où on va
où en fait chaque joueur tour à tour va décider s'il révèle ou non sa carte. Parce qu'en fait on joue tous face cachée et chaque joueur va mettre en fait son personnage dans la file de jeu et c'est le premier joueur qui décide du sens de résolution des cartes. Donc il peut dire voilà sur ce tour-là, puisque je suis premier joueur, je vais décider que le sens de résolution de carte va aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais techniquement, tout le monde peut prendre le même personnage, enfin le même rôle. Genre tout le monde peut être assassin. En fait, tout le monde a une base enfin, tout le monde a les mêmes 10 personnages. Et après, c'est ce que tu vas enlever. C'est ce que tu vas enlever qui va faire que certains auront des personnages que d'autres n'auront pas. D'accord, ok. Du coup, une fois que toutes les cartes sont posées, donc chacun a choisi ou pas de révéler la carte qu'il a posée, qu'il a décidé de jouer. Et en fait, pour ceux qui laissent le personnage en face cachée, ils vont engranger un point de victoire qui va être posé sur la carte. Et ça va se tasser jusqu'à qu'il y ait un joueur adverse ou que toi-même décide de révéler la carte qui est dans la file. Jusque-là, je crois qu'on a l'essentiel. Seulement, comme je vous l'ai dit plus tôt, tous les personnages ont un pouvoir spécifique. Et si jamais un joueur décide de révéler la carte qu'il a posée une des cartes qu'il a posées dans la file, et ben en fait, il va donc activer de façon automatique le pouvoir du personnage qu'il va révéler. Et je vous avais cité le soldat, par exemple. Le soldat, selon son placement en file, est assez bourrin, puisqu'en fait, il va à chaque fois tant que le soldat reste dans la file de cartes, il va pouvoir éliminer soit la carte qu'il a à sa gauche, soit la carte qu'il a à sa droite. Et du coup, de fil en aiguille, on va commencer à pouvoir faire des stratégies par rapport aux personnages qu'on a donc dans le deck. Et parfois, ça va être soit des personnages qui vont engranger, qui vont doubler la mise de points de victoire, enfin le gain de points de victoire à la fin. Soit c'est des personnages qui vont éliminer d'autres personnages de la file. Enfin bref, vous commencez à voir un peu le système, mais grosso modo, une partie peut être très vite pliée si un joueur a déjà le bon deck et sait anticiper plus ou moins le jeu de chacun, parce que grosso modo, ça va être, vu que tout le monde joue face cachée, il y a une grosse part stratégique, mais il y a aussi une très 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 grosse part de bluff. Donc là, pour le coup, la dimension sociale est assez importante parce que non seulement t'as les cartes que les gens posent, et il y a certaines positions où tu sais que les gens seront plus à même de poser certains personnages en début de file, et enfin voilà, selon les positions de chaque carte, tu vas plus ou moins pouvoir essayer de lire le jeu des autres. Mais ouais, t'as ce côté où tu peux aussi, comme au poker, lire sur le visage des autres pour essayer de voir ce qui se trame, quoi. Et forcément, t'as certains personnages qui vont permettre de faire des combos, de gains de victoire, et donc ouais, là c'est encore plus du bluff, parce que faut le faire survivre dans la file, donc faut pas que les gens soient trop intéressés par la carte que tu ne révèles pas et qui donc attise l'intérêt de tout le monde. Et ça va être ça pendant 6 tours. Et à la fin du 6e tour, en fait, il va vous rester une carte en main. Et celle-là ne sera pas utilisée. Donc, en fait, tu te retrouves avec 7 cartes, mais en fait, tu n'en joues qu'avec 6. Et du coup, on fait le calcul à la fin. Et c'est celui qui a amassé le plus de points de victoire qui gagne la partie. Donc voilà, c'est l'As d'or tout public de cette année. Ça fait pas mal de bruit parce que personne s'attendait vraiment à ce qu'il gagne. Mais n'empêche que c'est des parties de 20-30 minutes, et même si ça peut paraître très hasardeux, et c'est assez chouette. Moi, typiquement, c'est le jeu on a fait quelques sessions
jeu de plateau avec des potes et c'est le jeu en fait qu'on joue en fin de soirée pour clôturer la soirée, tu vois, typiquement. Après avoir fait du gros Robinson ou du gros Mansion Madness, c'est le jeu qu'on sort à la fin parce que c'est simple, parce que ça demande pas trop de réflexion et voilà, et ça permet de finir la soirée convenablement. Et je crois qu'il a plutôt bien marché. La boîte est à 15 €. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils préparent une extension si ce n'est déjà fait. Et voilà. Et pour les plus curieux, bah c'est franchement, je trouve ça assez accessible. Au départ, forcément, vu que tu ne connais pas les cartes et que t'as aucune notion de stratégie, donc tu poses les cartes un peu de façon au hasard. Et puis au fur et à mesure des parties, et ça c'est le cas avec tous les jeux de deck, bah tu vas commencer à voir le mécanisme derrière et à voir tous les enchaînements que tu peux construire avec ton deck. Quand j'ai lu la description de Oriflamme, là, ça m'a un peu fait penser à Citadel. Je sais pas si tu connais. Ouais. En fait, c'est une histoire de distribution de rôle. Bon, c'est pas vraiment avec un deck parce que c'est redistribué à chaque tour. Et en fait, tu regardes dans les cartes restantes, t'en prends une et tu reposes. Et à la fin, il en reste une, deux, je sais plus. Et c'est un peu pareil où t'as l'assassin, où t'as le même ordre d'appel. À chaque fois, on appelle les rôles par numéro. Et Ouais. c'est ce qui fait que tu vas aller prendre des points ou construire des trucs, etc. Est-ce que à t'écouter, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment différent, même s'il y a des rôles qui se ressemblent. C'est quand même pas mal différent. Après, forcément, t'as en fait, les jeux de cartes avec des rôles spécifiques, ils vont tous se ressembler sur la base, mais le gameplay fait que c'est quand même pas mal différent. Et là, la petite subtilité avec Oriflamme, c'est que il y a certaines cartes qui vont te permettre de mouvoir les positions. En fait, tant que les cartes sont pas éliminées, tu peux très bien tout le long de la partie, mais c'est super chiant, cumuler toutes les cartes des decks de chacun et personne n'aura. Enfin, tu vois, en fait, c'est de façon très con, tu peux te retrouver avec une file énorme qui fait toute ta table et sans que personne n'ait éliminé qui que ce soit. Et ça, c'est arrivé quelques fois parce que les gens tâtent un peu le terrain. Et puis, nous, au bout de la deuxième partie, on a commencé à révéler toutes nos cartes parce que on voulait littéralement changer de style de jeu et de rythme. Mais tu peux très bien te retrouver avec des files où les gens vont s'amuser à juste t'as une carte par exemple qui te permet de déplacer la carte de ton adversaire ou de déplacer l'une de tes cartes et là ça change, ça peut bouleverser toute la strat qui a été mise en place auparavant, tu vois. Donc tu as quand même ce côté tu vas réfléchir à ta strat, tu vas essayer de monter un truc avec ton deck, mais ça se passera normalement jamais comme tu l'auras pensé et du coup faut que tu adaptes en fonction de chaque tour et en fonction des réactions de tes adversaires. Et en fait ce que je trouve super cool, c'est que ça marche super bien. C'est un format qui est pas trop lourd. Parce que l'explication en fait, t'as toujours dans ce genre de jeu, t'as toujours une carte avec les récaps de tous les pouvoirs. Donc en fait, tu l'as avec toi et même quand tu ne connais pas le jeu, t'as toujours le moyen d'avoir un rappel quelque part et puis tu vas essayer de raccrocher le wagon. Et je trouve que c'est le genre de format de jeu qui est super accessible à tout à chacun et qui marche plutôt bien. Quetrus, est-ce que tu avais l'occasion d'y jouer au Fige ou même ailleurs? Eh bah non, parce que pourtant tu vois, c'était un des jeux que je voulais tester, mais en fait on m'en a dit tellement de mal que j'ai préféré tester d'autres jeux à côté quoi. Donc voilà, je sais qu'il est très controversé. Moi le principe effectivement je comprends pas forcément que ce soit un as d'or. De ce que j'en ai compris, c'est que le jury quand il l'a testé plusieurs fois, ils sont vraiment éclatés. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire que ce jeu permet ça et bah tant mieux quoi. Si ça plaît à des gens et que c'est un petit jeu accessible, tu vois, qui est pas trop cher, qui est as d'or, bah pourquoi pas quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas plus d'avis là-dessus. Zef, tu y avais joué toi? Oui, moi j'ai joué, je l'ai même testé pour le défausser, on l'avait testé en fin d'année dernière à sa sortie. Et effectivement, on n'avait pas kiffé les masses. Mais on a une histoire un peu particulière avec le jeu, c'est qu'en fait le jeu quand on l'a testé, alors pour le défausser quand on l'a testé,
on devait faire un autre jeu au moment où on présentait le jeu et la personne n'est pas venue, donc on a trouvé un jeu au dernier moment. La personne qui nous l'a présenté n'avait jamais joué au jeu, donc nous l'a présenté en venant juste de lire les règles. Donc ça a été un peu un foirage là-dessus. Et en fait, on n'avait pas toutes les règles complètes. On lui manquait un élément du jeu qui est le fait que tu puisses recouvrir ta propre carte à tous les tours. Ouais. Tu peux poser une carte sur ta carte. En fait, ça déclenche un autre effet, mais dans l'idée du jeu, on avait 80%. Mais moi, en fait, j'arrive à comprendre l'effet cool qu'il y a sur ce genre de jeu. C'est un petit jeu de cartes qui est pas dégueu, qui rappelle à peine Game of Thrones, donc qui est quand même bien aimé, qui a ce côté rôle caché que tout le monde aime, avec tout le monde a le même genre de cartes, donc on sait à peu près les stratégies de tout le monde. Et ce que je déteste dans ce genre de jeu, c'est que c'est un jeu de planification, et en vrai, je suis une grosse merde au jeu de planification, donc je peux pas le cacher là-dessus, ce qui fait que je n'aime pas ce genre de jeu, parce que j'y arrive pas à y jouer. Et deux, c'est un jeu extrêmement chaotique, en fait. C'est un jeu qui va compter sur le chaos de la partie pour s'amuser. Et tu vois, et je suis persuadé, je pense pas que tu me contrôleras, Rania, mais en fait, si personne déclenche le chaos autour de la table, le jeu il est chiant. Exactement. Si personne va déclencher sa carte pour commencer à tuer un mec à côté qui va lui dire mais putain pourquoi t'as fait ça, bah du coup moi aussi je vais faire un truc. En fait, si t'as personne qui fait ça, à la fin du jeu, t'as un gagnant qui est bêtement un gagnant, qui est le premier joueur de la table parce qu'il a amassé plus de thunes, et ou peu ou prou, hein, j'exagère un peu, mais et du coup tu t'es pas amusé en fait, tu as juste placé les cartes. Et en fait, ce genre de jeu qui compte sur le chaos pur et dur pour t'amuser, moi je le comprends pas. J'arrive pas à m'amuser là-dessus non plus en fait. Tu vois, Citadel c'est un jeu que j'aime beaucoup de base, mais en vrai au bout de 2 parties je m'amuse plus parce qu'il y a trop chaotique. En plus c'est un jeu qui a à mon sens quelques flows parce qu'en plus il est vieux, hein, le jeu, donc il a des petits problèmes de règles dans le sens où quand tu commences à perdre dans le jeu, tu peux plus rattraper la partie, c'est mort. C'est Mascarade, c'est un peu le même type de jeu, tu vois, où tu comptes sur le cachet, un peu le chaos du jeu pour que les gens, en fait, faut que des gens qui aient un peu une grande gueule autour de la table pour que ce soit amusant. Et parce qu'on laisse là, le jeu laisse la place pour ce type d'expression en fait. Et du coup, voilà, si on aime ce genre de jeu, c'est cool. Et moi, ce qui m'embête le plus pour défendre ma position c'est pas un jeu à gagner. Je le voyais pas gagnant du tout parce que c'est pas mon type de jeu. Il y avait d'autres jeux dans la sélection Asdor qui méritaient, à mon sens, plus parce que moi, je me suis plus amusé sur ça. Je pense à Draftosaurus ou à Fiesta Los Martos, par exemple, qui étaient vraiment plus sympa, qui avait des mécaniques plus cool et qui voire peut-être déjà connu, mais Draftosaurus il y avait un côté un peu plus mécanique qui tournait bien autour du draft, qui était un peu revisité, mais du coup Oriflamme pour moi c'était déjà vu. Mais ce que je comprends dans l'idée du pourquoi le sélectionner et pourquoi le récompenser, c'est que c'est un jeu qui est sorti fin d'année dernière, donc décembre 2019. On est en plein dans la phase de sélection du jury, de la fin de la phase de sélection du jury, et le début de qui on va récompenser. Ils récompensent le jeu, on est en janvier, tu vois, donc c'est pas politique du tout, mais ce que je veux dire, c'est que les jeux qui sont sortis en début d'année ont moins de chances techniquement d'être sélectionnés et de trucs, sauf si c'est vraiment des jeux qui cartonnent vraiment fort. Et à mon sens, il y a aussi peut-être un peu ça qui joue. Il y a aussi le fait que voilà, ça fédère, et ça c'est positif pour lui, c'est un jeu qui fédère facilement les gens, parce que en vrai, au bout d'une partie, t'as compris comment jouer, et t'as pas besoin de 1000 explications pour jouer. On n'a pas besoin de revenir sur le règle de attends, comment tu fais ça. Tu fédères très facilement les gens autour de la table, tu regardes les gens facilement jouer à ça, s'engueuler, et t'as envie de jouer aussi. Donc, et c'est le genre de jeu que le FIGE, que le jury du FIGE aime récompenser. C'est ce genre de jeu simple qui va fédérer très facilement les gens, qui va s'épandre facilement autour de toi parce que tu t'as fait une partie, tu t'es amusé, donc tu vas l'acheter, donc tu vas en parler à quelqu'un, et ainsi de suite. Donc ça aide aussi à la communication du jeu et du jeu de plateau en général. Donc c'est facile en fait de récompenser ce genre de jeu. Quand je dis facile, c'est pas négatif, hein, c'est très positif au contraire. Donc c'est exactement ce genre de jeux qui sont récompensés. Tu vois, genre Colt Express avait été récompensé, c'est l'un des pires jeux du monde pour moi parce que j'arrive pas à m'amuser dessus. Non mais c'est pas méchant. Je sais que c'est un très bon jeu. Il fallait que je le fasse. Mais c'est un très bon jeu, je le sais, mais moi j'arrive pas à m'amuser dessus. En fait, je m'amuse jamais sur ce genre de jeu, donc voilà, c'est pas mon type de jeu, c'est pas très grave en soi, quoi. Mais du coup, je comprends qu'on les récompense parce que voilà, c'est genre chaotique, c'est facile. 20 minutes, tu t'es éclaté, tu t'es engueulé, puis tout est fini, tu ranges le jeu, tu passes à autre chose si besoin, ou tu enchaînes une deuxième partie très facilement, ça se range et ça se remet en place facilement. Donc voilà. Ok.
Très bien pour cet avis complet, pour dire que tu comprends que c'est bien, mais t'aimes pas. C'est ça. Je juge pas, hein, je dis. Non, mais t'as le droit d'avoir ton avis, y a aucun souci. Juste pour terminer du coup avec Peachy, t'as donné envie ou pas? Écoute, au début, oui. Et après, Zef a dégoûté tout le monde. Désolé, non, mais c'est pas. Pardon, continue. Non, mais en fait, le truc, c'est que je trouve que Anya, tu l'as très bien présenté et c'est très clair. Et je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Le seul souci, mis à part tout ce que Zef, Ketrus peuvent penser, mais c'est que malheureusement mes amis, dans mon entourage, ne jouent pas à ce type de jeu, donc je me sens un petit peu seule du coup. Donc si jamais certains sont tentés après confinement, je veux bien. Mais bien sûr. Vers décembre, dès qu'on pourra sortir, si tu veux, c'est une partie. Non, mais clairement, tu vois, c'est le genre de jeu j'ai envie de retester parce que je me dis, il y a un truc, quoi. Tu vois, genre... Ouais, mais en fait, c'est le genre de jeu où si t'as pas une table, ça va être horrible ce que je veux dire. Ça tient pas qu'à ça, mais si t'as pas une table qui anime un peu le rythme du jeu, ça peut vite devenir chiant. Voilà. Et dans la dizaine de parties que j'ai fait, je les ai pas trouvées toutes hilarantes. Mais en tout cas, faire rentrer des nouveaux groupes, c'est toujours sympa. Et effectivement, comme dit Zef, c'est le jeu que tu ranges et que tu ressors facilement. Et c'est exactement pour ça que je le sors en fin de soirée. C'est parce que quand tu t'es tapé 3-4 heures de Robinson ou des jeux hyper experts qui te demandent d'être concentré pendant X temps, au bout d'un moment, tu décroches un peu. Et typiquement, ça, c'est le jeu où tu te prends pas trop le chou. Et c'est facile à sortir et ça plaît ou ça plaît pas, tu vois. Et voilà, finalement, c'est les joueurs qui souvent donnent un peu de contenant à ta partie. Après, moi, je comprends. Moi, j'aurais pas parié grand-chose dessus et j'avoue que j'étais plutôt, je faisais partie des très étonnés. Mais quand je l'ai testé et au bout de 2-3 parties, j'ai compris que effectivement il avait son petit quelque chose. Après, j'ai pas joué aux autres de la même catégorie, donc je saurais pas comparer ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, si c'est 15 €. Franchement, voilà, si un jour vous avez envie de lancer un jeu très rapidos, je trouve que ça s'y prête bien et il n'y a pas besoin d'être forcément très expert en jeu de plateau là-dessus. Juste, voilà, la première partie est super nulle parce que généralement tout le monde essaye de faire des trucs et en fait ils n'y arrivent pas. Au bout de la seconde partie, ça commence à aller mieux et le jeu devient plus fluide et les gens commencent à monter à faire de la planification sur les decks. Est-ce que tu le sortirais pour un groupe de personnes qui jouent jamais aux jeux de plateau, du coup? Je pense que je le proposerais. C'est pas le premier choix que je ferais, mais ça fait partie de ceux que je mettrais dans la liste. Ouais, rien que pour ça, déjà, c'est cool, quoi. Parce que tu vois, ça, pour moi, je le classe dans les mascarades, je le classe dans les résistances qui n'ont rien à voir, hein, parce que c'est clairement pas le même gameplay. Mais ça fait partie des jeux où les règles sont rapides à assimiler. Et c'est le genre de truc que t'expliques en 3 secondes. Et voilà, moi je sais que c'est mon copain qui me l'avait présenté à l'époque. Il nous a fait le petit Topokachi en nous donnant un peu de dimension roleplay sur le truc. Et c'est con, mais souvent ça tient à ça aussi. Ça tient à celui qui te raconte la règle. Donc il n'y a pas tellement de comment dire de chouignage sur tel ou tel point de règle parce que en vrai c'est du jeu de rôle, t'as ça et puis tu fais comme tu veux, quoi. Ok, eh bien merci beaucoup Anya, donc c'est Oriflamme et comme tu dis c'est 15 € et c'est dispo depuis fin 2019. Il est temps de faire un petit point sur les défis. Alors Anya, ton défi, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était s'il te plaît ? C'est toi qui me l'as donné. C'est vrai.
Et c'était de platiner un jeu sur PS4 Et tu as que j'ai du coup que j'ai t'as réussi. réussi. Très bien. Sur un jeu bien, en plus, je crois. pense que ce sera le seul jeu platiné de ma vie parce que ça a été très pénible. C'est vrai. Non, je rigole. Non, je rigole. Non. Alors non, c'est pas ça. C'est que en fait, j'ai pas ce côté perfectionniste sur les jeux vidéo et je peux très bien me contenter de faire la trame narrative et puis de me barrer, tu vois. Et plus jamais revenir et de jeter le CD juste après. Et ben Life is alors du coup j'ai fait mon défi sur Life is Strange 2 sur les conseils très aiguillés de Samy Toupet. Samy Toupet qu'on salue, qui nous écoute. Voilà, exactement. Qui donc m'a conseillé ça parce qu'en fait sur Life is Strange tu as le mode collectionneur qui te permet de relancer en fait l'épisode sans les choix de Life is Strange et qui te permet juste de revenir à des endroits clés pour aller chercher et choper le petit objet à collecter. Donc ça c'est plutôt pratique pardon. Et ouais, et ça m'a pas tellement fait longtemps donc je l'ai fait en une dizaine d'heures et ça a été plutôt rapide. Donc ouais, donc voilà. Dizaine d'heures, mais jeu inclus, hein. Donc t'as fait le jeu. Oui, jeu inclus, ouais. Mais comment t'as senti la chose? Je sais pas si t'avais trouvé des objets, j'imagine que oui. En fait, j'ai commencé à trouver des objets, et puis t'as des objets qui forcément attirent plus l'attention et où le jeu te dit ah bah c'est bien, tu vas le garder dans ton sac à dos. Donc forcément, ça te donne des indices sur et il y a des objets qui ont été chauds à trouver parce que en plus moi je déteste ça, genre faire les maps de long en large pour trouver le truc quoi. Donc il y a des objets qui ont été chauds à trouver. Et il y en a d'autres où, en fait, c'est la trame narrative qui t'emmène sur l'exploration de pièces et généralement, t'as tant de pourcents de joueurs qui vont tomber dessus de façon automatique. Après, j'ai été très étonnée sur certains points où du coup, je me suis un peu lancée dedans. J'ai regardé les stats comparées aux autres joueurs de la communauté qui ont joué à Life is Strange 2. Et je trouve qu'il y a des trucs, mais soit les gens sont passés complètement à côté en mode je m'en fous, mais il y a des trucs qui sont assez évidents à prendre et qui en fait se retrouvent à être des trophées assez rares sur PSN. Oui, donc, je vois ce que tu veux dire. Et je l'ai terminé aussi pour l'anecdote et on en parlera en off pour savoir quelle fin tu as eu parce que ça m'intéresse. Ouais. Mais très très cool, je l'ai fait aussi récemment et Zeb va le faire je crois. Mais ouais non c'est un jeu bien. J'attendais un pote pour le faire mais apparemment... allô, tu m'entends? Allô? On a perdu Jordan. Ça a coupé. Mais ouais, c'est cool d'avoir réussi ton défi en tout cas. Et qu'on avait lancé il y a 2 mois, du coup, au même temps que le mien, que je n'avais pas réussi la fois précédente, et en même temps je t'attendais un peu. Non, c'est un prétexte. J'ai juste pas pris le temps. Et je l'ai fait. Du coup, mon défi, c'était que Trusk qu'il avait lancé, il me semble, il fallait que je fasse une fausse pub. Donc j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire. Ça doit prendre, je sais pas, 20 ou 30 secondes. Ah, tu l'as pas enregistré? Je l'ai pas enregistré, mais je peux le refaire là, comme ça, à la volée, et puis on verra si on diffuse ça ou si on diffuse une autre version, mais pourquoi pas. Alors, c'est parti. Attends une seconde, j'ai juste besoin de... Encore un souci avec tes lunettes? Bah oui, tu sais, avec la poussière qui s'accumule. Je te coupe tout de suite, mais tu connais Nettoie-Vue? Non, c'est quoi? C'est une petite lingette révolutionnaire qui, d'un seul geste, fait disparaître la poussière. Oh, génial! Je vais tester ça tout de suite! Nettoie-Vue et votre vue voit mieux. Nettoie-Vue et votre vue voit mieux. Attention, les lingettes Nettoie-Vue contiennent des produits toxiques, dangereux pour la santé, ne pas inhaler, ne pas manger, ne pas laisser à la portée des enfants. Plus d'informations sur ministère-de-la-santé.gouv.fr/Nettoie-Vue. Et voilà, c'était ma fausse pub pour Nettoie-Vue, un produit qui ne sert à rien, qui n'existe pas. Ça devait pas être une pub pour le Contrecast? Mais si, c'est Je suis très déçu. Contrecast. Je suis très très déçu. Ah, mais je savais pas qu'il y avait un rapport avec le Contrecast. Pour moi, c'était juste une fausse pub. Ah non, ça aurait été une vraie pub sinon. Bah oui. Ah, moi j'ai vu une pub qui avait rien à voir. Type années 90, mais qui devait vendre le podcast. Remettons l'extrait de l'émission. Dommage parce que c'était bien. Oui, c'est vrai que c'était bien. Si vous voulez, j'en refais une autre. Voilà, pour moi, c'était juste une pub vraiment lambda, quoi, une fausse pub. Mais, non. Dans le sens faux, un truc qui n'existe pas. Je me souviens très bien du truc, c'était une pub pour le Contrecast.
Et bah voilà. Bah du coup j'ai raté mon défi alors, désolé. On verra. Ouais, je vais y réécouter. Non, mais il y a l'effort, c'est trop bien. Non, mais en vrai, c'est Oui, cool. on salue l'effort quand même. C'est super. Et pour l'anecdote, j'ai écrit un brouillon de cette pub que j'ai fini juste avant l'enregistrement. Quand on était au ski et que je voyais pas très bien dans un télésiège à cause de la vitre là où il y avait des taches dessus. Et non mais c'est vrai en plus. Et j'ai écris ça et j'ai dit à Zef, mais en plus c'est pas un moment où tu m'as dit j'ai une idée, il faut que je la note en rentrant. Et ben je l'ai noté tout de suite et là voilà et je me dis fait un petit peu rire en la relisant donc je me dis allez ça peut passer quoi. Okay. Bref, on passe au défi de Ellie qui lui date du contrecast précédent donc le numéro 16. Elle avait acheté 5 jeux Switch et elle devait tous les terminer. Elle a partiellement réussi puisqu'elle a terminé Stick It to the Man et elle a fini le meilleur de la liste, Soldat Inconnu, donc elle est pardonnée d'avoir fini que cela. C'est plutôt pas mal et ça se trouve on va dire qu'elle est à 50% parce qu'elle a peut-être commencé au moins un 3e jeu et entre temps elle m'a dit ah mais attends il y a des nouvelles promos qui arrivent sur des jeux Switch et tout donc bon, je pense qu'elle s'est déjà perdue dans d'autres jeux. Mais bon, elle a quand même globalement avancé, donc c'est cool. Et du coup, quand je lui ai demandé où elle en était donc tout à l'heure, elle m'a aussi donné le défi qu'elle va nous donner à tous et toutes, qui me paraît très simple, mais elle aimerait que pour la fois prochaine, on se soit réunis une fois tous ensemble pour faire un jeu de rôle Alien, masterisé par Zef peut-être. Voilà. Non, mais ce serait fou ça. Attends, c'est pas comme si on avait lancé un doodle il y a plus de mois. On a lancé un doodle et j'avoue que j'ai jamais été consulter les réponses. Que tout le monde n'a pas répondu, mais c'est l'occasion du coup de le faire pour de vrai et ça nous force un peu, comme ça la prochaine fois on en parlera en disant oh c'était trop bien, faut écouter le podcast numéro 16 parce que Zef il en parle. Donc, si ça vous va, je pense qu'on est chaud. Voilà. On n'est même pas obligé de faire ça sur le line, hein, parce que je fais ça en ce moment sur Roll20, donc ouais. Se réunir sur un Discord ou ailleurs, mais oui voilà, enfin juste trouver une date commune, qu'on se connecte en même temps quoi. Un peu comme que Trus fait ses jeux, donc pas à 18h ou pas à 20h visiblement parce que monsieur est occupé, pas pendant les cours de navet d'Animal Crossing, enfin bref, on va trouver un créneau, c'est sûr. Bah voilà pour la partie défi, donc on va passer au coup de cœur. Du coup Zef, tu vas commencer. Quel est ton coup de cœur ? Alors, j'ai un coup de gueule déjà, et ensuite je parlerai d'un coup de cœur. J'ai un coup de gueule parce que juste avant l'émission, je viens de voir un truc et on parlait en plus de jeux de plateau, donc ça s'y prête plutôt bien. Faut savoir que pendant le confinement, donc effectivement, le jeu de plateau c'est un peu plus démocratisé qu'avant. Il y a beaucoup sur Twitter d'auteurs et d'éditeurs qui mettent ça en avant, qui offrent des jeux en ligne, qui offrent des petits jeux ou qui font plein de réducs pour les commandes en cours, même si c'est pas très bien de se faire livrer. Et en fait, j'ai eu un tweet d'un mec que je connais qui a reporté le top 10 des jeux les plus vendus lors de la semaine du 16 au 22 mars 2020, donc les 10 premiers jeux. Et ça me rend vraiment en joie de voir que après plus de 2 ans de défausser, presque 2 ans de défausser cette envie, cette passion que je mets tous les jours, toutes les semaines à essayer de parler de jeux, à mettre le jeu en avant, à mettre des bons jeux en avant, des bons jeux de plateau. Je vois que le premier c'est toujours le Monopoly classique, mes couilles. Derrière il y a la bonne paye, derrière il y a le Scrabble, il y a Uno, le puzzle 1000 pièces. Bon, je vais pas critiquer les puzzles quand même, faut déconner, mais t'as encore le Trivial Pursuit Family Edition et le Monopoly des tricheurs qui sort, ils sont en top 10. Donc je trouve ça lamentable. Et pourquoi ? Analysons ça en 2 secondes rapidement. C'est que les magasins spécialisés sont fermés à cause du confinement, que les seuls trucs qui sont ouverts, ce sont les putains de centres commerciaux mes couilles qui sont ouverts, et du coup eux vendent de la merde aux consommateurs, et les consommateurs ils disent on est confinés chez nous, on va faire du jeu de société, ils vont acheter le Monopoly mes couilles, et au lieu de faire des bons jeux. Voilà. Monopoly mes couilles, je pense que c'est une version alternative. Mais non, si tu reprends un classement d'il y a un mois, c'était quoi le genre de jeu dans le top ? Je sais pas, je l'ai pas sous les yeux. Juste ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. En vrai, je pense que le Monopoly a jamais été détrôné du top 10 des non, mais c'est le jeu le plus vendu au monde encore, bien sûr. Non, mais ça craint. Ouais, bref. Je m'associe à Zef. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Zef. Alors c'est un peu triste parce qu'en vrai il y a plein enfin le jeu de plateau, il y a 600 nouveautés par an en quasi qui sortent, et tu vois, oui voilà, je voulais un peu diminuer le chiffre, mais voilà, et en fait effectivement le Monopoly ça reste le jeu le plus vendu au monde tous les ans, et c'est triste, je trouve ça un peu triste, et voilà, bref, c'est pas grave. Mais sur une note un poil plus positive, je vais parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu au ski, qui est un roman graphique que Jordan avait là-bas, et du coup que je lui ai piqué un soir pour lire. C'est un roman graphique qui s'appelle In Waves, donc
dans les vagues, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Hadj Dungo, qui est édité chez Casterman en 2019. Donc, c'est un roman graphique de 300, un peu plus de 300 pages. Et en fait, c'est un auteur qui va raconter deux histoires qui sont pas liées entre elles, mais qui se mêlent assez bien dans sa passion de la raconter en tout cas. Une première histoire sur des grandes figures du surf. Qui ont mis en avant le surf, comment les premières planches ont été créées, par qui, pourquoi, et ainsi de suite. Et une histoire perso à lui sur sa copine et comment il l'a rencontrée et comment est ce qui lui est arrivé à elle et ainsi de suite. Parce qu'il y a une grosse histoire de côté de ça. Et en fait, j'ai eu un putain de coup de cœur de ouf dessus en fait parce que je me suis bouffé le truc en une soirée. Et ça a été, je sais pas, je me suis retrouvé un peu en larmes à la fin à lire le truc parce que c'est ultra éprouvant comme truc, je trouve. C'est plein de passion, les dessins sont superbes. Il joue sur la couleur entre le passé et le présent. Il mêle les deux histoires comme ça. Et donc t'as une couleur très bleue pour tout ce qui est présent parce que effectivement il raconte son histoire à travers le surf parce que c'est un fanat. Et t'as l'histoire un peu en sépia du passé et de ces grandes figures à lui qu'il a étudié au passage. Et donc ça mêle en fait son perso et tout ce passé du truc qui sont assez éprouvants et franchement ouais, c'est un truc qui m'a retourné en une soirée et voilà, je le conseille mais 1000 fois à tous à lire. C'est un peu épuré comme style en termes même de dialogue. C'est vraiment que des pensées qu'il coule sur les pages et c'est complètement fou. Très bien. Et ben, en effet, c'était à moi, parce qu'on me l'avait offert quelques jours plus tôt et je l'ai toujours pas lu, mais je vais lire avec grand plaisir maintenant. Pitchy, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, ce serait plus, vu la situation à l'heure actuelle, on est tous en confinement, c'est très compliqué pour tout le monde et ça va continuer encore un petit moment. Là où j'aimerais garder un petit côté positif, c'est que alors depuis cette période-là, j'essaie de regarder énormément de choses qui vont me faire rire. Donc en fait, je passe ma vie sur Instagram, je follow des personnes que je n'aurais jamais pensé follower un jour, et j'ai découvert un article qui proposait de regarder gratuitement des spectacles d'humoristes que je connaissais, que je voulais aller voir et que je n'ai pas pu aller voir parce que soit manque de place, soit parce que ça s'est fait annuler à cause de la situation. Et je trouve que c'est plutôt cool. Alors, je sais pas si c'est à l'initiative des humoristes, mais je sais qu'il y a des artistes qui font ça, qui font des concerts en live ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai une liste de 6 spectacles en fait à regarder que soit je voulais voir ou soit je connaissais pas du tout. Et notamment, il y a le dernier spectacle d'Haroun, il y a Sugar Sammy aussi que je devais aller voir. Il y a le dernier spectacle de Kian, mais lui, je crois qu'il était déjà disponible avant. Et voilà, en fait, j'ai découvert ça et je trouve que ça fait du bien au moral. Bah, très cool, ça m'intéressera, donc on va mettre les liens en plus, donc c'est parfait. Que Truss, toi? Oui, j'ai un petit message à adresser à Capcom. Je voudrais leur dire qu'on était en 2020. Donc que la jouabilité des jeux avait évolué depuis une petite dizaine d'années et que ça suffit les conneries par rapport à la démo de Resident Evil 3, le Résistance, je crois que ça s'appelle. Ils ressortent Resident Evil 3 comme ils ont fait du très bon boulot d'ailleurs avec le 2 et le 1. Et en fait ils ont sorti les démos là du jeu multijoueur. Alors c'est en bêta, d'accord, mais alors putain, j'ai jamais vu un gameplay aussi mou et aussi pourri. Et donc le principe en gros c'est que d'un côté tu as 4 survivants qui sont joués par des joueurs et de l'autre côté tu as je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est le principe d'Overlord. Donc tu as le méchant qui est joué par un autre joueur et qui va faire spawner des zombies, qui va faire spawner des pièges, etc. Et les survivants doivent déjouer les pièges, combattre les zombies et s'échapper à la fin dans un temps imparti, etc. Donc le principe, il était ouf. Le principe, il m'a hypé, mais incroyablement, parce que voilà, je me dis dans l'univers de Resident Evil, enfin un truc un peu asymétrique, tu vois, quelque chose un peu excitant.
Le tutoriel est plutôt cool, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais tu comprends le jeu rapidement. Et alors, dès que tu commences à jouer, oh là là, t'as l'impression de piloter une brique molle. Je sais même pas comment c'est possible. C'est un truc mou, mais qui est lent et qui est lourd, quoi. Avec une jouabilité mais insupportable, qu'on appelle ça un réticule pourri, pas précis, tu sais pas ce qui se passe. Quand tu dois ramasser un objet, il faut que tu sois à côté de l'objet. Attention, je sais pas, peut-être 15-20 pixels, tu vois, à côté, sinon le X n'apparaît pas. Tu gères encore ton inventaire comme dans les Resident Evil classiques, chose que je peux comprendre pour un Resident Evil classique et pour un remake, parce que c'est ce qui fait la patte du jeu. Mais putain, quand tu proposes un nouveau jeu multijoueur, bah tu sors pas un gameplay comme ça aussi naze, quoi. Enfin, voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce jeu et que je me suis dit que ça pouvait être un pur jeu à jouer avec des potes pendant le confinement. Et voilà, ils m'ont déçu et voilà, je ne suis pas content Capcom. Faut tout de suite arrêter ça. Eh ben, le message est entendu, en tout cas chez nous. Et pour terminer, Anya, on t'écoute sur ton coup de cœur du moment. Moi, alors pour une fois, je me suis fait alpaguer par des pubs sur Internet. Sur un jeu qui était en démo, qui est toujours en démo sur Switch, qui s'appelle Moving Out. Et si vous avez déjà joué à Overcook, c'est le même principe, mais avec j'en ai entendu parler, ouais. Et franchement, j'ai fait la démo et c'est trop cool. Voilà. Redis le nom. Moving Out. Moving Out. Ok. On l'attendait, on l'avait vu, il a été annoncé à l'E3 l'année dernière, je sais pas de conneries, un truc comme ça, non? Mais il vient de sortir récemment, là. Il n'est pas encore sorti. Il est toujours en démo depuis depuis mi-mars peut-être. Et du coup, c'est les 2 premiers chapitres. Tu peux pas jouer avec tes potes, mais tu peux quand même. Enfin, t'as une bonne vision du jeu, quoi. Ouais. Et franchement, c'est aussi nerveux qu'un Overcook, sauf que tu joues des déménageurs, quoi. C'est stylé. C'est pas mal ça. Ouais. Et ça sort à la fin du mois là. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc on y est bientôt. Cool. Et du coup, mon coup de cœur, il vient aussi du ski, et ce n'est pas le même livre que Zef, mais c'est un jeu qu'on a fait là-bas, qui s'appelle Château Aventure. Et c'est un jeu coopératif, donc c'est un jeu de rôle et pas un jeu de plateau, où en fait il y a un joueur qui incarne un peu un PC à l'ancienne dans un jeu des années 80, où on va pouvoir se déplacer. Chaque autre joueur incarne un même personnage, et ça va être sortie, petite hutte, examiner petite hutte, voir l'objet à tel endroit. Et en fait, le maître des jeux, on va dire le PC, va lire, vous êtes dans une pièce où vous apercevez un squelette par terre, ce squelette a une petite clé à côté de lui, etc. Et en fait, on va essayer de déclencher des actions pour dire examiner squelette, en fait c'était un piège, il vous attrape et vous êtes mort, ou alors vous pouvez attraper la clé qui va vous servir ailleurs, vous allez vous déplacer comme ça tour par tour. Et il y a différentes histoires, il y en a 12 dans la boîte, avec des niveaux de difficulté différents et des mécaniques qui peuvent changer un peu d'une histoire à l'autre. Et je trouvais ça très fun, et ça se fait très bien en temps de confinement, justement, parce qu'on avait commencé à le faire dans la voiture de la route pour le ski, à en faire sur place, et depuis on en fait par Skype ou autre, depuis chez nous, avec à chaque fois une personne qui narre l'histoire, et je trouve ça plutôt fun et plutôt accessible, c'est pas très compliqué à l'idée le jeu, et ça se fait bien. Je pense que ça dure entre 30 et 60 minutes la partie, on aime beaucoup. Après, c'est très simple en termes de jeux vidéo, mais le côté humain le rend quand même plus cool qu'un simple jeu vidéo de l'époque, je pense. Voilà. On a fait le tour des coups de cœur. Je vous remercie encore une fois pour vos chroniques. Donc, pour rappel, il y avait Zephyriel qui avait commencé avec Animal Crossing New Horizon, puis qui nous a parlé de Whiskey and New York de Julia Wertz, Ketrus de Lords of Waterdeep en version dématérialisée, et enfin Anya avec le jeu Oriflamme. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire vos petites pubs respectives? Par exemple, toi, Anya, est-ce que tu as du temps pour faire autre chose en ce moment que travailler, jouer? Est-ce que tu fais des trucs dont tu veux nous parler? Non, clairement, j'ai plus le temps de. Si, alors putain, ça c'est Animal Crossing, merci quoi. J'arrête pas de poster des screenshots d'Animal Crossing sur Twitter. C'est vrai. Il faut absolument que j'arrête ça parce que je déteste ce que je fais.
Mais voilà, c'est un peu le pendant du jeu où t'as tellement des trucs super mignons que t'as envie que tout le monde le sache. Donc c'est un peu indépendant de moi. Mais oui, sur Twitter, Anya Gaming, et puis pas très active sur le reste, mais sur Twitter, c'est bien. Et tous les dimanches matins, chez le marchand de navets. Quetrus, Exact. où est-ce qu'il faut te retrouver? Bah, chez moi. Ouais, mais on est tous chez nous là, donc on va pas faire nos pubs pour venir chez nous. Mais... Voilà. C'est une bonne question. Non, mais venez nous rejoindre. On a Discord pour Vaisseau Hyper Sans Sas, le label où on fait nos autres podcasts. Donc voilà, et cherchez ça sur Discord, on en discute, c'est cool. Il y a plein de sujets qui va du comics au jeu de société, on passe et Game of Thrones. Donc vous êtes tous les bienvenus. Très bien, Pichi, à ton tour. Non, écoute, moi j'ai arrêté un petit peu tout ce qui était réseaux sociaux justement pour pas par rapport au coronavirus, pour éviter que ce soit trop anxiogène. Donc pour l'instant j'ai fait une pause, mais dès que ce sera tout bon, je serai de nouveau sur Twitter. Et puis voilà. Ok, et pour finir, Zef. Bon, écoute, je pense que Kitrus l'a très bien dit déjà. C'est plutôt pas mal sur le défaussé et sur tout ce qui touche à VHS, Vaisseau Hyper Sans Sas. Super. Merci encore. Pour terminer, on est combien de chroniqueurs aujourd'hui là? Vous êtes combien, pardon, de chroniqueurs? J'ai pas compté. 4. 4, et si on me compte moi, ça fait 5. 5. J'ai pas trouvé meilleure blague pour dire qu'il faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, évidemment. C'est marrant. Vous appréciez toujours autant le podcast, et puis si vous êtes en train d'écouter encore maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous nous aimez un minimum, vous voulez savoir ce qu'on dit, et pour être sûr qu'on continue ça, mettez 5 étoiles, et puis abonnez-vous 2 fois sur votre compte et le compte d'un autre, si c'est pas déjà fait. De toute façon, vous êtes chez vous, là, vous avez le temps en ce moment, si vous écoutez en avril 2020. Donc 5 étoiles. Et puis, on est sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, comme je disais, partout. Et on se retrouve le mois prochain. Et si vous écoutez ce podcast actuellement en avril 2020, surtout, restez chez vous. Merci, à la prochaine.